dans les podcasts, dans le podcast des champions d'Europe. Pour un an, nous serons avec cette appellation. On est le 9 juin 2025. On est 10 jours maintenant après la grande soirée de Munich. La saison est en quelque sorte terminée, même s'il nous reste la Coupe du Monde des clubs qu'on va évidemment suivre, même les plus récalcitrants qui sont dans ce podcast. On va faire ce soir un podcast un peu de bilan, mais sans être trop pénible. Vous avez vu le titre, ça va être un peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, comme ça, à propos des joueurs, du collectif, de certains événements du club, d'un peu tout ça. Donc ça va être un peu du sentiment, de l'analyse, d'un peu tout, donc un podcast un peu particulier. On est très content de vous retrouver en tout cas ce soir. On est 5 exceptionnellement, vous allez comprendre pourquoi. Normalement Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Tu ne t'es pas encore suicidé devant Italie-Malte, c'est bon? Ou Moldavie, je sais plus. Moldavie. Tout se passe très bien. Ah, le futur licencié Spalletti va bien, c'est bon? Ouais, il faut pas trop s'en faire pour lui. C'est plus pour l'Italie qu'il faut s'en faire. D'accord. Normalement l'ami François est là. Bonsoir François. Salut à tous. Ouais, alors François a un micro absolument pourri, donc François, vous le savez, son truc c'est la photo. On reviendra pour le micro, François. Vous Daryl, m'entendez pas là Vous m'entendez si, mal? en fait, on t'entend sur le son comme si t'étais sur l'ordi portable, donc ça marche pas du tout. Je suis avec les AirPods là. D'accord, bah écoute, on verra. Normalement, Daryl est là. Bonsoir, Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et normalement, Blaise est là. Bonsoir, Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Oui, François, le photographe de culture, celui qui nous fournit 80-90% des photos, avec Yanis aussi qu'on salue, qui a fait même pas mal de matchs cette année, Yanis, et qui a pu aller notamment à Aston Villa, à Stuttgart et tout, donc on est très content de les avoir. Et oui, il était à Munich, François, évidemment. Non, il est plus à Munich, il est revenu, je peux vous assurer, il est revenu. Son retour a été long et pénible, mais il est revenu. Bah tiens, François. On va commencer par toi, puisqu'on t'a, à part si tu as toujours des problèmes de son, mais ça va y aller. Leur boulot n'est pas là. Ah bah tiens, dans les moments que j'ai pas aimé, on va commencer par ça. Non, François, tiens, toi qui n'as pas forcément la même vision que nous, puisque tu passes 80% de tes matchs au bord du terrain. Qu'est-ce que tu as aimé de cette saison finalement, ou qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah vas-y, on t'écoute. Oula, tu me fais partir directement sur, sur un bilan de la saison. Bah, moi, écoute, en ce qui concerne le bord terrain, ce que j'ai aimé, on va commencer par ce que j'ai aimé, bah, c'est plutôt le fait que, en tant que photographe, j'ai pu un peu plus diversifier mes photos dans le sens où euh, on avait à la fois un jeu qui était moins standardisé et surtout qui était pas focalisé sur certains joueurs. Faut savoir que les autres années, quand tu regardais les 150 ou 200 photos que je te fournissais pendant les matchs, t'en avais une grosse partie ça allait être toujours un peu les mêmes joueurs, notamment Mbappé la saison dernière ou le trio d'attaque sur les saisons précédentes. C'est vrai que cette année, je sais pas si toi tu l'as ressenti du coup dans la production de photos, on a pu avoir une plus grande diversité et des photos un petit peu plus variées. Voilà, si je devais appuyer sur le premier point qui me vient en tête, il faut savoir qu'il y a Ouais. 5 minutes, j'avais pas prévu d'être dans le podcast, donc j'y ai pas du tout réfléchi, Mais mais voilà, on va dire pour commencer que ce point-là était assez intéressant. eh ben écoute, déjà il y a deux parties. Il y a le fait que forcément, bah ça fait quoi, 8 ans maintenant que tu es en bord terrain pour culture. Tu Ça fait Ouais, même 9 saisons, il me semble. ouais, c'est ça. Le site est plus tout jeune, hein. Le podcast a fêté ses 10 ans et Ouais. le site encore plus. Mais déjà je vois qu'il y a effectivement plus de variété, des photos que tu n'aurais pas fait avant, tout ça, donc ça c'est cool. Mais ce que tu dis sur la diversité, c'est vrai, mais il y a un truc qui est encore plus vrai, c'est qu'il y a plus que les années précédentes, il y a des paires de joueurs, des trios de joueurs que tu arrives à avoir en photo. Il y a certaines années, tu n'avais jamais certains joueurs ensemble. Mais genre jamais. Des mecs qui étaient sur la même aile, hein, ou qui étaient sur le même côté, qui étaient à côté sur le terrain. Je te disais, vas-y, pour les articles, tu peux arriver à me les shooter. Tu me dis, mais non, en fait, je peux pas. Ils se parlent jamais sur le terrain, ils se calculent pas. Je peux pas te faire cette photo, elle existe pas, cette photo, en fait.
Et C'est vrai que c'est un truc qu'on ressent là, ça me fait penser maintenant que tu le dis. En bord terrain, il y avait des années, je sais pas si tu te rappelles, je te disais, l'équipe elle parle pas, les joueurs ne parlent pas entre eux, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup aujourd'hui, où il y a de la communication entre les joueurs, où ils discutent entre eux. Alors après, c'est peut-être aussi une question de langue, mais en tout cas, c'est vrai que ouais, pour appuyer ton point, c'est voilà, c'est très vrai. merci de m'appuyer, c'est cool. Mathieu, non mais c'est vrai que enfin, excuse-moi Mathieu, je te lance et je te coupe direct, c'est très mal poli, mais en termes de variété de photos, de d'angles, de plein de choses, on voit que l'équipe a beaucoup changé globalement. Il y a vraiment des comment dire, des façons de se comporter sur le terrain, des photos qu'on avait beaucoup avant qu'on n'a plus du tout. Enfin, l'exemple typique, c'est la photo où tu vois que le mec est en train de marcher, qu'il en a rien à secouer derrière, quoi. Celle-là, combien de fois t'en avais un dans le fond qui était en train de regarder de loin, genre vas-y, si tu peux courir pour moi, ça m'arrange. Ça, c'est des trucs qui n'existent plus trop. Je trouve qu'on a plus de photos en mouvement, par exemple. Alors après, ça dépend aussi de toi, de ce que tu peux shooter, tout ça, mais c'est quelque chose. Tiens, question à propos de ça justement. Est-ce qu'il y a moins de photographes depuis le départ des stars au bord des terrains, François? Alors, je pense pas. Honnêtement, je pense pas, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup plus de photographes aujourd'hui, qui n'ont pas la carte de presse, là où, moi, quand j'ai débuté, il y en avait zéro. Il y en avait zéro. Le premier photographe sans carte de presse, ça a été moi quand je l'ai perdu, parce qu'on avait réussi à nouer de bons contacts avec le PSG, et on a été un peu les premiers à être autorisés finalement à rester en bord terrain, sans avoir la carte de presse. Aujourd'hui, il se passe pas. Alors déjà, il y a les cartes blanches que donne le PSG, où ils font venir des photographes qu'ils invitent pour ensuite avoir eux des photos pour leur réseau, mais aussi pour mettre sur leur vitrine, où ils font des tirages sur leur site internet. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a un vrai, enfin, il y a vraiment des habitués du parc qui sont sans carte de presse, et qui fait que, bah, voilà, il y a tellement de gens qui rêvent de shooter au parc que non, je dirais qu'il y a pas moins de photographes. Il y a peut-être moins d'étrangers, cela dit. Il y a peut-être eu moins d'étrangers, où là, on avait parfois des Chinois ou des Anglais, et cetera, ou des Italiens. Là, c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins, mais dans l'absolu, on n'a pas moins, quoi. Voilà. En conférence de presse aussi, il y a moins de médias qu'à une époque, ouais. Il y a, bah, par exemple, à une époque, on avait la Suédoise qui était là pour Ibra. Là, ça a un peu changé quand même. On a les Brésiliens, il y en a, je crois qu'il y en a plus aujourd'hui en conférence de presse, en tout cas de façon régulière. Donc, ça a effectivement un peu changé. Je pense que c'est même à mon avis, c'est la zone mixte surtout Ouais, qui est la plus, francophone. qui est, oui, voilà, qui est la plus révélatrice en fait du changement. Alors, je vais pas te dire dimension, mais du fait qu'il y ait plus de stars qui attirent les journalistes étrangers spécialement pour eux. Je veux dire, quand Neymar était là, t'avais, je sais pas combien de Brésiliens qui débarquaient en zone mixte, voire en conférence de presse, mais plutôt en zone mixte. Hmm. Tiens, on nous demande, est-ce qu'on a vu une différence entre le début de saison difficile et le moment où on commence à faire des cartons face au club anglais en termes d'affluence des bords de terrain? Oui, non? Euh, peut-être un petit peu, Mais c'est lié mais au tour aussi. Il y a toujours plus de monde quand t'es en quart et en demi que quand t'es en premier match de poule, voilà, quoi. c'est ça. Il y a toujours plus de monde de toute façon en Ligue des Champions Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de Ligue des Champions, en fait, maintenant que j'y pense, c'était pas aussi chargé que ça a pu l'être certaines années, Mm. Bah, ouais. Mais c'est vrai et que notamment les étrangers. ouais, non, mais après, ouais, le PSG s'est reconstruit, s'est bâti dans cette saison. Il a acquis une réputation qui est allée crescendo, mais c'est vrai que bah, quand t'es 24e de la phase de poule, que t'es coincé entre Stuttgart et le Cercle Bruges, tu fais pas rêver la planète, hein, faut dire la vérité, hein. Donc bon, voilà où on en était. Pour commencer un peu, Mathieu, vas-y, excuse-moi, cette fois-ci je ne te coupe plus, je te promets, Mathieu. Qu'est-ce que tu as Non, aimé ou mais pas aimé pour cette continuer saison? un peu sur ce que vous disiez avec François, je pense que c'était aussi le pari de début de saison, de tourner un peu le dos à ce modèle de développement qui avait été celui du PSG, c'est presque, enfin, depuis l'arrivée de QSI en vérité, mais accentué évidemment depuis 2017. Il y avait beaucoup d'interrogations. On se demandait même comment le PSG, dans un championnat qui n'a pas beaucoup de droits TV, n'a pas une médiatisation très forte au-delà de nos frontières. Et on a vu cette saison, même à l'intérieur de nos frontières, c'était
c'était même compliqué pour diffuser le championnat. On pouvait se demander vraiment si cette stratégie était pas vouée à aller dans le mur. Tu as eu ce pari de se recentrer vraiment sur le terrain et je pense que c'est un peu ça que je mettrai en avant et ce que j'ai le plus apprécié durant la saison, indépendamment de comment elle s'est finie avec les 3 trophées. C'est vraiment la façon dont on a à nouveau reparlé terrain au PSG, dont on a pu suivre pas à pas le développement d'une équipe, au sens propre du terme, c'est-à-dire collectivement les essais d'un entraîneur, la façon dont il a pu construire son équipe, dont il a pu faire progresser ses joueurs, jusqu'à arriver à une période où tout s'est bien imbriqué, à partir de mi-décembre et encore plus à partir de janvier, et où là vraiment la fusée a décollé et toutes les pièces du puzzle se sont bien imbriquées. Donc ça, c'était, je pense, le point le plus marquant de mon côté. Euh, Parce qu'après tout, ça faisait suite à il y avait 3 grosses années, 2020-2023, où le PSG était un peu l'antithèse de ça. Il suffit de se rappeler de tous les podcasts qu'on faisait le lundi, les poules du match, etc. On en désespérait de voir ce qui était la négation d'une équipe sur le terrain, puisque tu avais globalement des joueurs qui jouaient, enfin des compartiments de l'équipe qui jouaient de façon complètement séparée. Et donc vraiment compartimenté. Et t'avais pas c'est un peu ce que reflète, je pense, enfin, c'est un peu ce que tu disais, François, hein, dans l'idée de les joueurs ne se parlaient pas, c'est parce que ça fonctionnait vraiment par compartiment, en fait. Tu n'avais pas de notion d'équipe. On s'était vraiment éloigné de ça. Là, on a pu retrouver cette base-là. Et c'est grâce à une matière première, on va dire, de qualité de joueur qui est très élevée et une qualité d'entraîneur qui est peut-être encore plus. On a pu voir le développement de cette équipe tout au long de la saison jusqu'à arriver là où on est arrivé. Donc, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué positivement cette saison, qu'on soit à nouveau, qu'on ait pu parler à nouveau entièrement terrain cette année au PSG, mais très peu de polémiques en dehors, et que le travail au campus PSG se soit vraiment matérialisé le week-end en match. Donc, je pense que c'était ça le plus agréable pour nos supporters, je trouve, cette année. Très bien. Bah, tu as raison, parce que tu vois, je voulais en parler. Le plaisir de voir grandir cette équipe qui était, je trouve, qui est passée par des moments très durs, hein. Quand on perd 2-1 contre l'Atlético, je crois que c'est le 22 octobre, on n'est pas bien. Franchement, on est mal, hein. Et ça s'accroche, ça repart, ça décolle. Et à partir de février, globalement, la période février, mars, avril, mai, je sais pas si on revivra une plus belle période en tant que supporter du PSG, honnêtement. Parce qu'il y avait la qualité de jeu, l'envie, les scénarios. Non, franchement, ça a été une période de rêve. Tu gagnes tout le temps ou presque. T'es dans la difficulté, mais tu t'accroches. T'as tes joueurs qui te disent bah non, non, mais en fait, on va aller à Liverpool, on va gagner, en fait, vous avez pas compris. Enfin, je suis retombé il y a. Bah, c'était tout à l'heure sur l'interview de Vitinha au sortir de PSG Liverpool où on vient de perdre. Et il dit texto à Margot Dumont, peut-être qu'elle cette fois-ci elle a dû comprendre. Non, en fait, on va gagner. On va aller là-bas, on va gagner. Vous avez pas compris, on va gagner. Et ce jour-là, enfin, tu sors ça, bon, tu viens de te faire voler comme jamais, un braquage monumental, et t'as un petit bonhomme d'1m70 qui dit à des gros rouquins anglais, non, en fait, vous avez eu de la chance une fois, vous en aurez pas 2 fois de la chance. Et après, on va là-bas, évidemment, on gagne et tout, mais la mentalité du joueur, quoi, même de l'équipe et tout, ce qu'ils font là-bas, non, équipe immense et les Américains diraient le run des 4 derniers mois, mais vraiment la séquence janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à ce 31 mai, extraordinaire. Vraiment, je sais pas si j'aimerais plus une équipe du PSG que celle-là par rapport à tout ce qu'elle nous a donné d'émotion et de joie. Enfin, évidemment que j'aime le PSG, mais j'adore aussi le football. Et en termes de football, mais on a atteint des sphères absolument prodigieuses. Vraiment prodigieuse. J'ai revu plein d'actions et je suis là, mais waouh, putain, qu'est-ce qu'on était bon quand même. Qu'est-ce qu'on était bon. Donc, j'ai adoré cette période. Blaise, Daryl, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Vous pouvez nous dire du négatif, hein. Là, on est très positif. Daryl, tu peux dire, j'ai pas aimé la section féminine. Bon, comme tu veux, hein. Non, mais on va rester quand même sur le positif, vu la saison exceptionnelle qu'on vient de vivre. Mais bah, pour aller un peu dans le sens de tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, effectivement, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait pu vraiment se reconcentrer sur le foot cette saison et sur rien d'autre. Il y a pas eu de polémique extérieure.
vraiment l'extra sportif a eu une place très mince au cours de cette saison, et donc ça c'était vraiment appréciable. Et un peu dans le même ordre d'idée, j'ai beaucoup apprécié en fait l'évolution de l'équipe et le fait qu'enfin en fait, on soit une équipe en phase avec les standards actuels en termes d'exigence, notamment d'équilibre défensif. Pendant longtemps, voilà, on s'est un peu fourvoyé en pensant qu'accumuler les talents nous permettrait de décrocher le Graal. On voyait bien avec l'évolution du foot actuel que bon, le 7+3 et tout ce genre de bêtises était voué à l'échec. Et là, voilà, enfin assimiler cela et le faire d'aussi belle manière, parce que je pense que le cap défensif en fait, qu'on a passé cette saison est vraiment monumental. On a beaucoup vanté la qualité de notre jeu et le fait que ce soit vraiment qu'offensivement, on propose quelque chose de très rafraîchissant et vraiment de très emballant. Mais je pense que vraiment ce qui nous a permis au final, de tout gagner, et en particulier la Ligue des Champions tant attendue. C'est vraiment le changement radical au niveau défensif, où là, on a vu vraiment parce que les propos de Luis Enrique, là, avec 11 joueurs qui attaquent, 11 joueurs qui défendent, c'est des choses qu'on a vues à l'œuvre tout au long de la saison et qui changent absolument tout et qui permettent vraiment d'envisager en plus l'avenir de façon très positive. Donc voilà, c'est un des points que j'ai beaucoup apprécié, entre autres. Très bien, je peux le comprendre. Blaise, de ton côté, tu peux parler joueur, tu peux parler collectif, tu peux parler de choses que t'as pas aimé. C'est toi qui dis, mon grand. Tu es libre. Ouais, déjà, avant de dire, bien évidemment, je partage ce que vous avez pu dire, que ce soit au niveau du terrain et du jeu, et même de ce qu'on a pu éprouver pour ce groupe, cet effectif et aussi ce staff. Donc, bien évidemment, pour pas dire les mêmes choses, j'en parlerai pas, mais c'était bien évidemment l'une des premières choses que je voulais mettre en avant. Après, pour entrer un petit peu dans la saison, parce que les satisfactions sont très nombreuses, et je pense qu'on aurait plus ou moins les mêmes. Je dois dire que ça, c'est vraiment une expérience personnelle, après coup, et même pendant, je l'ai vécu avec un certain, enfin, je sais pas, une impression d'avoir un petit peu la chance de le vivre, surtout vu la fin heureuse. Mais je trouve que la double confrontation contre Liverpool, pour moi, c'est en termes d'émotion, c'est peut-être avec la finale, bien évidemment, même si le scénario a fait que c'est allé relativement vite pour comprendre que le PSG serait champion d'Europe. Mais je trouve que cette double confrontation, que ce soit le match aller avec la performance dans le jeu, malgré le résultat, et le match retour avec, comme chez vraiment pour moi, les grandes équipes que j'ai vues sur d'abord des chaînes publiques, et puis après sur les chaînes privées, voir en Ligue des Champions des équipes qui avaient un niveau peut-être très proche d'un favori, et qui arrivaient après avoir peut-être avoir encaissé le premier but ou avoir été menées, qui arrivaient à revenir dans le match et puis à passer comme peut-être une équipe crédible au niveau européen. Et je trouve que cette double confrontation-là, elle a montré ce qu'on a vu en cette fin de saison, c'est que le PSG, et les adversaires l'avaient dit, et Liverpool notamment l'avait exprimé de manière très parlante. Pour moi, en fait, c'est cette double confrontation peut-être qui a amené le PSG à être une équipe différente en cette fin de saison. On a beaucoup, en tout cas beaucoup médiatiquement, on parlait du 22 janvier et du match contre Manchester City. Et même s'il est important, comme les matchs de décembre ont été importants dans le parcours du PSG, je trouve que au niveau de la confiance de l'équipe, et tu le disais avec l'interview de Vitinha, dès le match aller, en fait, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que on avait vraiment et véritablement cette saison une équipe qui pouvait nous faire vivre des grandes choses. Et souvent, en off, je te le disais souvent, cette équipe, je la détestais ironiquement, parce qu'elle me faisait croire
ont un destin européen. Et je dois dire que la double confrontation contre Liverpool, même en termes d'émotion, de scénario, et avec les tirs au but, avec un Donnarumma qui a véritablement lui aussi montré que dans cette équipe, il aurait son rôle à jouer. Mais je trouve que c'est pour moi un des grands, grands plaisirs de cette saison 2024-2025. Ouais. D'ailleurs, Écoute, on peut noter, juste pour aller dans ce sens-là, que le Parc, tout au long de la saison, n'a jamais lâché l'équipe. Là où d'autres années, quand on perdait un match ou que ça se passait pas forcément très bien sur le terrain, à part bien sûr le virage Auteuil qui lui chante 90 minutes durant. On avait quand même le Parc qui pouvait décrocher, voire par moments on pouvait entendre un peu de sifflet, etc. Là, cette saison, à aucun moment de la saison, à mon souvenir, le Parc n'a lâché son équipe, quoi. Et je parle des virages comme des latérales, quoi. bah, je te confirme parce que tu vois, pendant que t'en parlais, j'étais en train de chercher les photos de fin de match, notamment PSG Atlético, où tu vois, PSG Atlético, globalement, on se prend le stade, enfin, tout s'écroule un peu sur nous à ce moment-là. Et bah, tu vois, t'as des joueurs dégoûtés, mais t'as des joueurs qui vont un peu saluer le public malgré tout, t'as des sifflets, mais pas tant que ça. T'as effectivement, je crois que c'est Lucien Riquet à un moment qui disait ouais, on joue aussi pour eux. Et je trouve, enfin, c'est la première fois de mémoire que je pense que l'équipe a été aussi connectée au public. Vraiment, hein, parce que bah globalement, il y a des moments qui sont durs dans cette saison. Et bah t'es là, ça abandonne pas et tout. Non, non, c'est comme tu l'as dit, ouais, le stade a jamais abandonné son équipe et globalement l'équipe lui a bien rendu. Après, tu peux pas les abandonner. Tu voyais bien que les mecs ils faisaient le maximum. Après, tu gagnes pas, c'est autre chose. Mais tu sais que bon, les types ils ont tout donné quoi. Et puis il y a des images de joueurs incroyables au bord du terrain. Là, je revois, je vous ai mis la photo de Manchester City où Marquinhos est en train de faire la fête avec les ramasseurs de balles et tout devant eux et tout. Non, c'était il y a eu des très beaux moments de partage entre l'équipe et le stade. Et on me dit sur live, pour le coup, même l'an dernier, le stade ne lâchait pas. Bah, l'an dernier, globalement, c'était à peu près la même équipe. Hein, faut pas l'oublier. On a changé deux joueurs ennemis, trois. On a rajouté Pacho, Neves et Gvara ou Doué en cours de saison, mais c'est entre guillemets c'est le même. Sinon tous les autres étaient déjà là. Hein. Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembélé, tout ça, c'est des joueurs qui étaient déjà là. On n'a pas commencé la saison sans rien. On a commencé la saison quart de finaliste de la Ligue des Champions avec tous les joueurs qui étaient demi-finalistes pardon de l'année d'avant, avec 10 titulaires sur 11 qui étaient encore là. Donc c'est normal que comment dirais-je que le stade était aussi derrière l'an dernier parce que l'équipe l'an dernier n'a pas triché non plus hein, malgré ses difficultés face au but. Bah, ils étaient allés au bout d'eux-mêmes contre Dortmund. On pourra jamais leur dire le contraire. Quoi. Oui, Blaise, tu voulais rajouter quelque chose peut-être. Ouais, ouais, c'est par rapport aussi à ce que vous avez dit avec François, et je le partage, et je peux, enfin en tout cas de mon point de vue, je trouve que c'est assez légitime que cette équipe n'ait jamais été lâchée par le public, parce que au final, on est amené à supporter un club de foot, pas uniquement par les victoires, mais aussi parce que il y a un ressenti personnel, et à partir du moment où cette équipe donne tout, bah, on peut accepter la défaite, comme en première partie de saison en Ligue des Champions, ça a pu l'être, ou même contre Liverpool, parce que cette équipe, en fait, elle donne tout. On n'aura jamais la sensation, en fait, d'être berné par des joueurs qui bah, ont, entre guillemets, plus forcément la passion dans un coin de leur tête au moment de faire un métier. Mais donc, ouais, non, moi, je trouve que c'est assez légitime, et j'aurais trouvé ça assez dur que la reconnaissance que cette équipe peut mériter d'avoir ne soit pas au moins reconnue par son public, qui voit cette équipe chaque semaine évoluer. Ce qui était marrant aussi, c'est que les, les précédentes saisons, quand les joueurs prenaient pas la peine d'aller saluer le public, là pour le coup, il y avait des sifflets qui descendaient, notamment du virage Auteuil, etc. Cette saison, les fois où c'est pas arrivé, je crois que le public s'y est pas trompé, et c'était surtout par crainte de fêter trop tôt, ou de se dire voilà, on va pas faire la fête avec le public alors qu'on n'a encore rien fait, ou par exemple que c'est un match aller qu'on a gagné, etc. Et il y avait beaucoup de réserves, mais le stade n'en a pas tenu rigueur, enfin s'y est pas trompé, n'a pas tenu rigueur aux joueurs quand
parfois ils n'allaient pas forcément devant le virage pour saluer le public. Ouais. T'es arrivé à un tel niveau de saturation sur le projet précédent que de suite, quand tu as une équipe qui fait les efforts, qui court, enfin qui monte le minimum à ce niveau-là, ça fait une telle différence par rapport à ce qu'on voyait les années précédentes que je pense que le public est obligé d'être embarqué en fait. Et après, petit à petit, avec les résultats, on a été encore au-delà, jusqu'à arriver à ce stade du printemps où tu avais une fusion presque complète entre du public vers les joueurs et des joueurs vers le public. On l'a bien vu, même c'est des petits symboles, mais voilà, les joueurs qui reprennent les chants de supporters, etc. Tu sens que au final, le club fait plus qu'un. Et arriver à ce résultat-là dans un club comme Paris, faut quand même remonter à pas mal d'années en arrière pour Ouais. trouver cette symbiose de tout un club qui est toute une atmosphère, tout un environnement qui rame dans le même sens. C'est quand même très rarement arrivé à ce point-là. Évidemment, les résultats ont aidé, mais je pense que ça va au-delà. Et pour arriver à ce stade-là dans un club comme Paris qui est très prompt est très enclin à l'hystérie, aux guerres fratricides, à l'autosabotage, enfin ce genre de tendance et de pulsion qu'il y a au Parc des Princes, c'est quand même pas le plus mince des exploits. C'est même pas loin d'être le plus grand. Avant que je redonne un autre point, je voudrais remercier les subbers du jour: Altosec, Sébastien Robit, F Patrice 369, Roomix, Jeep 49 et Club 151. On m'a dit les mystérieuses suggestions YouTube ont proposé le podcast 03 de Monaco 2022. C'est possible qu'il t'ait été proposé parce que je l'ai partagé sur YouTube il y a quelques jours, parce que je l'ai écouté. Je ne réécoute jamais les podcasts, mais celui-là m'a marqué. C'était celui où on avait pris 3-0 en étant ridicule. Et je l'ai réécouté il y a peu, et je peux vous dire qu'on revient de très très loin, parce qu'on avait une sacrée équipe de merde, il faut dire les termes. C'était même pas une équipe d'ailleurs, c'était 11 tocards, et il en reste plus beaucoup, et ben je les regrette pas du tout. Sur ce, dans les trucs que j'ai apprécié cette saison, bah ça va un peu avec l'équipe et tout, mais c'est vraiment un point un peu plus tactique. C'est l'animation offensive en général. On a vu des choses absolument extraordinaires en termes de jeu, de capacité à faire jouer tout le monde ensemble, en tout en fait. Comment on a créé des occasions toute la saison. On a créé un nombre d'occasions cette saison, mais hallucinant. Cet après-midi, je lisais Arne Slot qui disait ouais. Donc en janvier, attention, donc en janvier, on n'a pas encore joué City, on n'a pas encore joué Stuttgart, on est au fond du trou, on est 26e, qui dit ouais, vous vous rendez pas compte, mais ils sont premiers dans toutes les statistiques avancées, c'est une bête d'équipe, c'est juste qu'ils n'ont pas les résultats. Et à ce moment-là, je me souviens de nos podcasts, je me souviens, là je vous ai mis une photo de PSG Lens par exemple, où PSG Lens, en une mi-temps, je crois qu'on a 8 occasions franches. Alors on met qu'un but parce que c'était la période où on marquait jamais, mais on a 8 occasions franches. On fait une première mi-temps, mais de malade en termes de créativité. Le 5-5 que Victor a développé notamment il y a quelques temps ici. Les enchaînements, le pressing, la capacité à jouer vite, à jouer doucement, à déplacer les lignes adverses. Enfin, vraiment une équipe offensivement hors norme. Et bah, ce PSG Lens, quelque part, tu le refais quelques semaines plus tard, ça donne PSG Lille où il y a 4-0 à la mi-temps et il y a 4-0 et le meilleur Lillois, c'est le gardien qui fait un match mais de malade. Et 3 jours plus tard, tu joues Liverpool. Et Liverpool, ils arrivent, ils sont là genre ouais, on est Liverpool, machin chose et tout. Mais ils se font mais déboîter. Honnêtement, je suis allé chercher sur des forums anglais, sur les forums de Liverpool, là, tout ça. Il y a eu un débat entre eux en disant est-ce que Liverpool a déjà été dominé de la sorte en fait. Est-ce qu'on s'est déjà fait déboîter comme ça dans le jeu? Et il comparait notamment au fameux Liverpool-Real Madrid où ils mènent 2-0 à domicile, ils perdent 5-2. Et il disait non mais en fait non, ce soir-là on a été moins dominé dans le jeu que ce qu'on a pris au Parc des Princes en fait. Et vraiment la qualité de jeu d'un point de vue offensif, la façon que les joueurs du PSG ont de se déplacer les uns par rapport aux autres, l'alternance entre vraiment des séquences où il y a beaucoup de collectifs, enfin des séquences très collectives, puis des séquences où il va y avoir quelqu'un qui va entre guillemets allumer la mèche par un dribble, le but par exemple de Nuno Mendes contre Marseille, je sais pas si on se rend compte, c'est Fabian qui est relayeur gauche, qui finit ailier droit. Il est lancé par Dembélé qui à ce moment-là, je crois, est redescendu pratiquement au poste de Hakimi. Fabian s'échappe en profondeur, il sert Nuno Mendes qui est avant-centre.
enfin, réécouter la phrase, ça n'a aucun sens d'un point de vue tactique. Enfin, si, dans ce PSG-là, ça a beaucoup de sens. Mais si vous prenez sur le tableau noir au début de la saison, un mec vous dit, alors en fait, il y a Dembélé qui va jouer ailier, qui va être arrière droit sur cette action, ou Doué, enfin peu importe, qui va donner la balle au relayeur gauche qui est ailier droit à ce moment-là. Déjà, tu dis au mec, non mais vas-y, tu divagues, mon grand. Et en plus, Ruiz, il s'avance et il donne la balle à l'arrière gauche qui est neuf à ce moment-là. Enfin, c'est totalement génial et totalement fou en même temps. Et on a eu ça toute la saison. Voilà. En petit soleil, souvenez-vous quand on critiquait Pochettino parce qu'on n'avait pas un circuit de passe. Mais aujourd'hui, c'est pas des circuits de passe qu'on a, c'est encore beaucoup plus évolué que ça en fait. Des circuits de passe pour relancer, c'est ce que l'Inter propose. C'est Achraf qui fait la passe pied gauche. Merci le live. C'est Achraf qui est plus ou moins à son poste pour le coup, mais qui fait la passe pied gauche. Voilà. Donc il est arrière droit, il fait des passes pied gauche en profondeur dans la course. Ok. C'est pareil. Enfin, on a atteint un niveau d'excellence dans l'animation offensive qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, c'est quelque chose. Pour regarder pas mal d'autres équipes, 2 matchs et tout. Et ben, je crois qu'il n'y a pas une équipe cette saison où, quand j'ai regardé, je me suis dit, ouais, ils attaquent vraiment bien, ils attaquent mieux que nous, quoi. Mais pas une seule. Alors évidemment, il y a des équipes qui vont avoir des démonstrations de puissance un peu. C'est très cliché, mais quand le Bayern se met à pousser vraiment, par exemple à l'Allianz Arena, que les ailiers commencent à envoyer des temps de jeu, bah ouais, tu souffres. Enfin, ils jouent quoi les types. Mais pareil, quand le Barça est mené au score, qui commence à passer en mode faut qu'on se bouge, c'est assez impressionnant aussi. Mais dans la durée, il y a des failles et tout ça. Le niveau offensif du PSG, pour l'anticiper, pour le contrer, c'est super dur. Parce que les mecs se comprennent entre eux parfaitement. Tout le monde sait exactement qui fait quoi, comment, quand. Et en face, ils ne savent pas. Ça se déplace. C'était la phrase de Luis Enrique initiale. Être prévisible Mais- pour l'adversaire et prévisible pour nous-mêmes. C'est ça. Ben, on a réussi en fait. Et vraiment, cette saison, je trouve que l'année dernière, on avait commencé à mettre en place une animation défensive quand même assez poussée. Ça marchait bien, enfin ça marchait pas trop mal. On avait toutes les bases du jeu à la Luis Enrique quand même. Mais offensivement, on voyait qu'on avait Mbappé qui est quand même c'est pas une critique, mais c'est un joueur que tu peux moins, pardon, mélanger dans le jeu qu'on a de cette saison en fait. Et là, il est vraiment passé à l'étape d'après, genre bon, moi j'ai été un joueur polyvalent, j'aime les joueurs polyvalents, et en fait vous allez apprendre tous à tout faire. Et une fois que vous saurez tous tout faire, bah personne ne pourra nous arrêter. Ça a pris quelques mois, il a fallu trouver un mec qui marque des buts au bout d'un moment, parce que dans le foot, au bout d'un moment, il faut des mecs qui marquent des buts. Mais voilà, ce qu'on a envoyé pendant 4 mois là, vraiment, comme je dis, on a vécu 4 mois de rêve et je sais pas si le PSG rejouera un football aussi beau que celui qu'on a vu pendant ces derniers mois. Mathieu, on rejoue samedi, Philo. Ouais, mais non, alors, déjà, on joue dimanche. T'as commencé bien. Non, mais, enfin, c'est dur quand t'as été à ce niveau-là de continuer d'être aussi performant et tout. Tu sais, c'est un peu comme ça posera le débat de comment continuer à gagner. Et je pense que c'est un débat qu'on aura, qui va un peu animer notre été, notamment sur le mercato. Mais pour revenir sur ce que tu disais, je pense que le match face à Lyon, la finale de Coupe de France, ça va être un peu la preview de ça. Sauf que voilà, sur cette saison, tu as rajouté Dembélé axial beaucoup plus connecté au jeu que Mbappé. D'ailleurs, c'était un peu la conclusion du match qu'on avait eu sur PSG Lyon, la finale de coupe. C'est-à-dire que toute l'équipe avait fait un grand match, sauf Mbappé qui était un peu comme un poisson hors de l'eau dans cette équipe. Et là, en rajoutant Dembélé qui faisait le lien entre milieu et attaque, notamment sur les sorties de balles, et en reconnectant aussi avec le couloir droit qui serait plus vraiment aussi caricatural que ce qu'il a été avec Hakimi Dembélé qui débordait, qui centrait. T'as encore passé un cap niveau qualité de jeu, et comme tu l'as dit, je pense que la grande qualité, la grande fluidité de l'ensemble des permutations, c'est devenu... il n'y a aucune équipe qui a réussi vraiment à contrôler ça de façon nette et contrôlée sur la deuxième partie de saison, et on verra maintenant si les adversaires réussiront à prendre un peu les mesures et à contrecarrer toutes ces permutations-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que tu peux pas jouer en individuel face au PSG, il y a trop de déplacements, il y a trop de mouvements. Donc tu es obligé de contrôler de façon zonale. Mais quand Paris commence à permuter et à mettre beaucoup de joueurs qui vont sur un côté, qui vont créer de supériorité pour ensuite décharger sur l'autre côté, ça devient aussi très difficile à contrôler pour cette équipe-là. Donc je pense que
On va voir, hein, sur les prochaines semaines, prochains mois, les adversaires qui réussiront à s'adapter. Mais la fluidité et la qualité dans les enchaînements que tu as pu trouver, c'est euh, c'est difficile de faire beaucoup mieux, ça c'est clair. Ouais. Bah, en vrai, enfin, c'est à peu près, c'est indéfendable en fait. Enfin, Mm. globalement, tant que les joueurs resteront avec le même niveau d'implication et, euh, ouais, d'implication et puis aussi Fraîcheur peut-être d'inspiration. aussi, hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, de fraîcheur physique et aussi d'inspiration. Ce sera très compliqué de contrer cette équipe parce que c'est un peu en fait un mix entre, si vraiment je caricature, c'est un espèce de mix entre d'un côté le style, ouais, on va dire Guardiola, très positionnel, et le style Ancelotti, en gros, un peu aux antipodes, où c'est grande liberté accordée aux talents qui s'associent, quoi. Et là, globalement, ouais, il y a pas grand-chose à faire. Enfin, on a vu en Ligue des Champions, en fait, toutes les équipes qu'on a rencontrées lors de la phase d'élimination directe, à chaque fois lors du match aller, ou alors contre l'Inter, du coup, bah, quand il y a eu qu'un seul match, c'était, ils éprouvaient les plus grandes difficultés en fait À à s'adapter. s'adapter. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Même si ils avaient voilà forcément fait du travail tactique, du travail bah, du visionnage à la vidéo, etc. En fait, une fois que tu te retrouves sur le terrain et que tu fais face à ça, comme en fait c'est jamais vraiment la même chose parce que ça dépend beaucoup voilà, des inspirations des joueurs. Etc. Il y a pas grand-chose à faire, quoi. Tu prends la marée et puis une fois que le rythme en fait s'est installé, qu'on a pris confiance, qu'on est vraiment rentré dans le match et qu'on a installé bah, notre domination et notre domination tactique et physique aussi, bah là en fait, c'est une machine qui devient quasiment inarrêtable. Donc oui, bon courage aux entraîneurs pour contrer ça, parce que moi, je pense que vraiment en fait, tant que on continuera vraiment avec un groupe avec ce type de composition-là, donc vraiment jeune aussi et capable d'enchaîner les efforts à haute intensité, parce que ça réclame quand même aussi vraiment une capacité physique qui fait que tout le monde ne peut pas rentrer, même avec une grosse qualité technique, c'est pas suffisant en fait pour avoir un rôle important dans cette équipe. Mais tant qu'on sera à ce niveau-là, oui, il y a vraiment la possibilité de continuer à être une équipe extrêmement dominante. Et quand tu es Ouais. dominé, tu as la possibilité de frapper en contre aussi. C'est ça que tu es obligé de souligner Oui, avec cette équipe. Tu as des capacités athlétiques qui sont assez hors normes sur ton trio d'attaque et sur tes deux latéraux, évidemment. Et quand tu penses au retour à Villa, par exemple, les deux buts en contre, tu penses face à Arsenal, tu penses à le deuxième mi-temps face à l'Inter, où ils essayent un peu plus de se livrer. Et au final, ils se jettent un peu dans la gueule du loup et ils sont contrés avec leur papier en défense qui se retrouvent à gérer des 30-40 mètres à la course avec nos attaquants. Bah, Paris a aussi cette multitude de possibilités pour faire mal en attaque, pas seulement sur attaque placée. Donc, c'est vrai que au final, bah, aucune équipe en Europe a réussi à prendre les mesures et à contrecarrer l'éventail des possibilités offensives du PSG sur la deuxième partie de saison. Donc, Ça. prochaine étape l'an prochain. Ouais. Non, mais c'est vrai que on va voir comment on va être contré parce que globalement, le PSG est l'équipe à étudier du moment, en fait. C'est la première fois qu'on est ça. Enfin, je veux pas être méchant, mais quand on était le PSG de Mbappé Neymar, c'est pas une équipe que tu peux étudier pour une raison très simple. Tu peux pas, t'as pas Neymar et t'en as pas deux comme eux, quoi, en fait. Donc ça sert à rien d'étudier ça. Tu files la balle à Neymar, comme disait Unai, tu peux prévoir tout ce que tu veux. Neymar, il arrive et ton entraînement, il te le plie en 10 secondes, il t'explique, non, en fait, ça sert à rien ce que t'as prévu, quoi. Filez-moi le ballon, vous allez voir, ça ira plus vite et ça sera plus efficace. Et là, le PSG est une équipe qu'il est possible d'étudier parce que t'as des individualités hors normes, mais je vais en parler après. Mais quelque part, t'as une expression collective qui passe avant l'individualité malgré tout. Donc, comment on va être étudié? C'est sûr qu'on va être disséqué. Tous les tactiques, tous les hipsters on l'est tactiques, déjà. on l'est déjà. Bah oui. D'ailleurs, je vois des analyses sacrément merdiques, hein. Je peux dire qu'il n'y a pas que des bons mecs. Oh là là, oh, j'ai vu passer de ces trucs, les mecs ont rien compris, hein. Faut remettre les matchs au début, les gars. Faut tout reprendre. Mais bref, il y a pour moi effectivement la question de la montée en puissance et tout, mais il y a quelque chose qui est extraordinaire sur la saison 24-25, c'est le recrutement, quoi.
Enfin, je sais pas si le PSG a déjà fait une seule campagne de recrutement aussi exceptionnelle. Bon, il y a Safonov, mais ça, je le mets un peu de côté. Ensuite, on a pris Pacho, on a pris Neves, on a pris Doué, on a pris Gvara. Les 4 là, t'as fait 4 strikes d'affilée. C'est que t'as pris ton défenseur central pour quoi 5, 10 ans peut-être. T'as pris probablement le meilleur milieu de terrain de la génération 2004. T'as pris possiblement le plus grand talent de la génération 2005. Et t'as pris avec Gvara un ailier qui est le profil absolument parfait pour ton équipe. C'est-à-dire que tu ne fais, t'as pas même pas un début de flou, tu vois. Tu as 4 profils parfaits. Mais te limite pas au recrutement, Philo, parce que t'as cité 4 joueurs, rajoute Ouais. les 3 prolongations, Oui. Vitinha, Mendes, Hakimi, ça fait 7 titulaires sur 11 qui sont liés au PSG jusqu'en 2029. Les 4 restants, c'est Donnarumma, Marquinhos, Fabian Ruiz et Dembélé. Voilà. C'est-à-dire que ça 7 titulaires sur 11 qui sont liés au PSG pour les 4 prochaines saisons. En termes de projection et de développement de l'équipe, ça te met quand même une grosse sécurité. Ouais, mais tu vois, prolonger quelque part, tu sais déjà ce que tu as sous la main en fait. Il y a moins de risques. Le vrai risque, c'est quand tu recrutes. Quand tu engages 60 millions sur un petit Portugais à l'époque, il a 19 ans encore, Joao. Quand tu engages 50 millions sur Désiré Doué, qui vient de faire des JO, ou excusez-moi, faut être sûr de ton coup quand même, hein, parce que honnêtement, tu me dis après quand on met 50 millions d'euros après les JO, moi j'ai pas honte de dire, j'étais là, mais les gars, montrez-moi les matchs où il vaut 50 millions. Et c'est pour ça que je suis pas le directeur sportif du Paris Saint-Germain, que c'est des gens bien plus compétents que moi et qu'il faut savoir rester à sa place des fois. Quand l'hiver dernier, tu vas chercher Gvara au poste de Barcola, alors que Barcola est possiblement le mec qui t'a le plus aidé de la première partie de saison, il faut avoir du courage aussi. Moi, par exemple, je pensais qu'on allait plutôt aller chercher un joueur qui allait pousser un peu Barcola, un très bon jeune en devenir, pas un joueur déjà établi comme Gvara. Il s'avère que tu fais signer Gvara, ça booste Barcola, ça booste Doué, ça booste Dembélé, ça booste tout le monde, et en plus, il te fait passer encore un cran dans ton équipe. C'est-à-dire que tu as fait signer des bons joueurs, et en plus, ils se sont tous adaptés très rapidement, parce que Neves en 3 semaines il était adapté globalement, hein. Enfin, c'est le système de jeu du PSG, tout ça, lui il a tout compris, hein. Globalement il a lu le manuel, il a dit c'est bon, j'ai compris. Pacho pareil, enfin Pacho, je suis retombé sur les trucs. Pacho il a signé le mercredi, le jeudi il est titulaire en match amical. Je sais pas si on se rend compte du truc, quoi. Ouais. Mais lui, c'est vraiment n'importe quoi, Pacho. Non, Les mais- retours de trêve aussi, où il était là à la sortie de l'avion. Non, mais Pacho, on défie l'entendement en termes de disponibilité de tout ça. Les mecs de Francfort m'a dit, vous allez voir, il est jamais fatigué, il est jamais blessé. C'est même, c'est pas normal. Ouais, on a vu, effectivement, c'est pas normal. Mais l'intégration, elle est parfaite. Enfin, on a fait signer, donc comme je disais, 4 mecs d'affilée qui sont excellents, vraiment top niveau, top profil, top intégration, individuellement, mais collectivement. C'est-à-dire que Pacho Marquinhos, c'est la meilleure charnière qu'on a eue depuis Kimpembe Silva 5 ans avant. Bizarrement, tu fais finale aussi, hein. C'est peut-être un hasard. Tu fais signer Neves. Neves, Vitinha, Ruiz, c'est un milieu qui tourne. Neves, il est là, relayeur droit. Peut-être qu'un jour il passera devant la défense, mais il arrive à coller avec tout le monde. Gvara, ça colle avec tous les autres, et encore, ça va être encore meilleur dans le futur, je pense, mais ça marche avec Ruiz, ça marche avec Dembélé, ça marche avec Barcola. Non, franchement, c'est la masterclass, elle a été sur le terrain, mais la façon dont le recrutement a été pensé, dont ils ont ciblé les mecs et tout, moi honnêtement, quand le PSG en juillet dernier quand on commence à comprendre, en fait, le PSG plutôt qu'un central droit, ils veulent faire signer un central gauche. Je suis là genre, mais pourquoi? Ah non, bravo les gars, franchement bravo, pareil, aller chercher un ailier gauche titulaire parce que Barcola, on voit que ça reste peut-être compliqué. Non, bravo, vous avez fait en coulisses aussi. Ils ont fait là, il y a que la prolongation de Donnarumma que je suis pas sûr qu'elle soit très bien gérée, mais sinon ils ont fait une saison extraordinaire en termes de planification, de construction d'effectifs. Il faut quand même leur rendre hommage, que ce soit Enrique et Campos, même Al Khelaifi qui donne les entre guillemets l'argent, qui dit ouais on le fait ou on le fait pas. Ouais, vraiment bravo à eux.
Alors, faudra vendre quelques joueurs, mais honnêtement, la construction de l'effectif, là, comme tu dis, Mathieu, t'as 7 titulaires garantis, c'est monstrueux. Je sais même pas si t'as un club qui a ça sous la main. Surtout enfin, regardez dans quel état va être l'Inter dans 2 jours, quoi. Ils ont plus d'entraîneur, tout le château de cartes qui s'écroule d'un coup. Nous, on est champion d'Europe, et en plus, on a tout qui va bien pour la suite. Donc, bravo à vous. Blaise Daril, François Mathieu. Un truc qui vous a plu aussi, ou qui ne vous a pas plu, dans cette saison, je vous écoute. Qui veut continuer? Là, on a dit que du bien, donc oui, Blaise, vas-y, on t'écoute. Eh ben, je vais continuer à dire du bien parce que et notamment sur le plan offensif en parlant d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, je vais pas les dissocier. J'ai pas forcément envie de refaire, en tout cas sur ces 2 joueurs, un focus individuel, mais plus parler de ce qui était aussi nos questionnements en début de saison. C'était en l'absence d'un référent offensivement, d'un joueur qui avait déjà démontré une habilité à marquer beaucoup de buts dans une saison entière, on pouvait légitimement s'interroger sur, ben, la légitimité de la confiance qui leur était accordée pour profiter de cette place, ou de ces places vacantes, et force est de constater que ils ont tous les 2 répondu, plus qu'à nos attentes à des degrés différents avec, Ousmane Dembélé qui est aujourd'hui, peut-être dans des considérations autres, et un Bradley Barcola qui, avec on va dire un passif au niveau professionnel qui reste relativement court, a aussi démontré une vraie progression et même une explosion par rapport à ce qu'il avait pu encore faire sur la totalité d'une saison, pardon. Donc vraiment un gros coup de chapeau, et aussi bah, une vraie belle chose qui a été faite cette saison, c'est-à-dire, bah, donner de l'espace à des joueurs, et peut-être, contrairement à ce qui a pu parfois être le cas sur des joueurs, bah, avec des profils différents, un jeune joueur comme Barcola, ou un joueur comme Ousmane Dembélé dont les qualités, n'étaient pas forcément dans la finition. On a vu que parfois, et en tout cas au PSG, parce que c'est l'approche mentale a l'air vraiment importante dans la préparation des matchs. En fait, la confiance qui est accordée aux joueurs peut les faire basculer d'un contexte, défavorable à un contexte favorable, et pour les 2 joueurs en question, d'un contexte déjà favorable, mais sans réellement de pression ou de lumière sur eux, à un contexte où, bah, la lumière, c'était à eux de la prendre, et je trouve ils l'ont vraiment bien pris. Et dans cette, peut-être dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle composition d'effectifs avec des joueurs qui vont devoir, grandir avec les prestations de l'équipe et avec les ambitions du club, bah, je trouve que ces 2 joueurs-là ont vraiment illustré ce qui a été, bah, la réussite, au global de cette équipe. Très bien. Juste une question pour toi. Enfin, un truc dont le live dit, il faut souligner l'absence de blessures. C'est aussi exceptionnel compte tenu du nombre de matchs et de la dépense physique. C'est vrai que le PSG a joué 58 matchs à cet instant. Possiblement, donc 65 ou 66 s'il va au bout de la Coupe du Monde des clubs. On a eu en blessure musculaire, on a eu, enfin, je sais même pas si on a vraiment des blessures musculaires. Si, peut-être une ou deux qui traînent par-ci par-là. Je crois que Dembélé Oui. qui rate le retour face à Ah Arsenal, oui, mais c'est ça. enfin, Et encore, il il ne peut rentre pas en jeu. commencer le début, le retour face à Voilà. Arsenal. Mais juste c'est vrai ça, que hein. sinon, en articulaire, on a eu le mec qui a fait la cheville de Warren à Stuttgart et le bourrin à vrai qui a fait l'autre cheville de Ramos à Au Havre. Et c'est les 2 seuls. Si Et Asensio au Lee, début de c'était saison. quoi Ali, déjà? ouais, Et les Sanguines ouais. aussi, ouais. Lee, je crois qu'il En y sélection. a raquette de ping-pong dans l'œil, je crois que c'était. Ou un truc du genre. Non, mais juste le staff médical, la préparation de Raphaël Paul, qui est donc qui au départ est un préparateur physique, aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça. C'est l'adjoint numéro 1 de Luis Enrique. C'est un peu celui qui l'aide en tout. On le voit sur les coups de pied arrêtés se lever. Faut le dire. Si Luis Enrique est l'entraîneur numéro 1 en Europe aujourd'hui, parce que c'est comme ça, Raphaël Paul est probablement le meilleur adjoint d'Europe aussi. Franchement, quand je vois contre Arsenal, on n'a pas pris un but alors on aligne une équipe de nains, quoi. Les autres, ils nous font le petit train, les touches longues, ils nous ont tout fait, honnêtement. Et on n'a pas pris un but. Finale contre l'Inter Milan, Acerbi a une tête, Thuram a un coup de tête aussi, et le reste, bah,
tu souffres pas. Voilà, tu as les préparateurs physiques là. C'est toi, Blaise, tout à l'heure qui m'a envoyé un truc d'un des préparateurs, c'est Pierre Nas. Ouais, c'était Gomez. Gomez, pardon, oui. Ouais. Donc il y en a Gomez, deux. ouais, c'est ça. Je sais, José, ouais, je pense que c'est José Gomez ou je sais plus. Pedro, Mais non? Pedro il me Gomez, semble. Pedro Gomez, ouais, voilà, Pedro, pardon. pardon, Pedro, ouais, exactement. Et ça participe aussi ce que je disais par rapport à l'approche mentale, mais c'était aussi mettre un peu en avant, et tu le disais en nommant directement certains du staff. C'est aujourd'hui Luis Enrique, ce qu'il a pu proposer avec cette équipe, c'est aussi pour moi, je pense, la composition d'un staff. Et je crois que c'est toi, Philo, qui en avait parlé de ça il y a quelques semaines, parce que Luis Enrique avait dit une petite phrase comme quoi, en fait, la composition de son staff lui avait permis aussi de se remettre en question, et que c'était très important de faire évoluer les idées dans son staff, d'être challengé. Et je pense que, en fait, avec le préparateur mental, avec aujourd'hui des adjoints comme Raphaël Paul qui prennent de l'envergure et qui aujourd'hui arrivent à impacter l'esprit du coach et impacter surtout les prestations d'une équipe. Je pense que Luis Enrique, du personnage qu'il nous a montré, peut nous laisser aussi un peu plutôt optimiste sur la suite, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, dans la remise en question qui doit être celle du sport de haut niveau, c'est pas un des derniers. Ah, c'est sûrement pas le dernier, non. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas fait gaffe, mais l'été dernier, le PSG, enfin Luis Enrique a quand même perdu un de ses adjoints, Unzue, qui est parti avec Vieira, enfin qui a changé de poste et ensuite qui est parti avec Vieira, et a intégré un nouveau qui s'appelle, je sais plus comment, je m'excuse. Oui, Mathieu, tu te rappelles du nom? Guillermo Hernandez, j'allais Voilà. justement ajouter ce point, Philo, parce que dans le staff, tu as deux très jeunes trentenaires. Hein. Hernandez, c'est un 94, et Borja Alvarez, le préparateur des gardiens. Ouais. Pareil, c'est un très jeune aussi. Et les deux, en plus, ils viennent. Je pense que Hernandez, là, donc le deuxième adjoint d'Enrique, il vient de Venise. Ouais, c'est ça. Et Borja Alvarez, il venait de Andorre, je crois. Il vient de Donc, Andorre. c'est-à-dire Non, que mais en fait, les deux sont liés au Barça plus ou moins, mais à peine, ça hein. montre aussi la façon que Luis Enrique a de piocher dans la jeunesse, pas qu'au niveau du choix des joueurs, mais aussi dans son staff pour un peu brasser les influences et choisir des personnalités, des préparateurs qui montent. C'est déjà le cas de Raphaël Paul quand il rejoint son staff à la Roma à l'époque. Mm. Je pense qu'il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et il est tout juste diplômé. De ce point de vue-là, il est très cohérent à la fois dans le choix de ses adjoints, pardon, comme dans le choix de ses joueurs. C'est vrai que... Mais en fait, enfin, le Borja Alvarez là, il a transformé Gigio. Il est même pas passé par le Barça en théorie. Il était entraîneur des gardiens de Southern, c'est le South District, c'est Hong Kong. Il était entraîneur en Hong Kong Première Ligue, le mec. Après, il est passé à Almeria je crois qu'à l'époque ils étaient en D2 ou D3, et on est allé le chercher à Andorre. Le mec à FC Andorre, au fin fond de la D2 espagnole, on est allé chercher l'entraîneur des gardiens du FC Andorre pour coacher Gianluigi Donnarumma, élu 2 ans plus tôt meilleur gardien de la planète. Non, mais, enfin, je regrette, mais quand tu es à ce niveau d'expertise, que tu arrives à être bon, à les encadrer et tout ça, bah, tu les mérites tes trophées en fait. Non seulement il a l'air très sympa, Borja Alvarez, mais il est archi compétent quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte par où il est passé, le type. Et bah le staff, on n'a pas. Luis Enrique évidemment est à la fois très protecteur et très mis en avant partout, mais le staff autour de lui est vraiment brillant, quoi. Moi, j'espère qu'ils vont pas partir ailleurs parce que ça va être une grosse perte. Mais si un jour un club me dit, on entend dire à un club, ils veulent Raphaël Paul. Je sais pas, alors je sais pas si ça sera un bon coach, parce qu'être un grand adjoint et être un bon coach, c'est pas le même métier. Mais je les comprendrais, parce que si le PSG 2024-2025 est encore meilleur que 2023-2024, c'est peut-être aussi parce que Raphaël Paul est plus présent à Paris. Entre autres. Oui, Mathieu? Pour abonder notre instance, après le triplé du Barça, je ne sais pas si c'est la saison d'après ou à la fin de l'étape de Luis Enrique comme entraîneur, mais Juan Carlos Unzué devient entraîneur du Celta. Donc il prend une équipe en main. Mais je pense que c'était après l'étape de Luis Enrique. C'est une fois que Luis Enrique
quitte le Barça et part en année sabbatique, que Uzoué devient coach principal. Après, tu peux aussi imaginer une trajectoire où Raphaël Paul devient entraîneur du PSG après Luis Enrique. Hein. C'est pas non plus Ouais, quelque chose de. Si ça marche vraiment si bien, comme Villanova avait succédé à Guardiola à l'époque. ouais. Donc c'est pas non plus, évidemment, c'est très Pas trop tôt et vite. on tire un peu des plans sur la comète, mais Ouais. c'est pas non plus un scénario à écarter. Mais pour revenir sur le point de la préparation physique, je pense aussi que la méthode globalement de gestion de l'effectif de Luis Enrique, tu es obligé de revenir dessus parce que c'est quelque chose qui avait fait lever fait foncer quelques sourcils, on va dire, c'est de s'appuyer sur un effectif très restreint, mais de donner du temps de jeu à tout le monde. Et je pense que au final, tu as très peu de joueurs qui ont surjoué en termes de minutes, hormis peut-être Hakimi et Pacho par la force des choses, mais globalement, les minutes ont été bien réparties et il n'y a aucun joueur de l'effectif qui a été titré et qui a gagné les 3 trophées qui peut se sentir comme ayant été vraiment mis sur le côté, comme ayant pas participé vraiment à la conquête de ces 3 trophées en fait. Et je pense que c'est l'une des vraies réussites de Luis Enrique dans le sens où il a réussi à amener, avec cette méthode-là, il a réussi à arriver au printemps avec l'effectif et l'équipe encore fraîche, en tout cas plus fraîche que ses adversaires, mais et dans le même temps avec des joueurs qui sont contents ou qui sont encore impliqués dans la dynamique de l'effectif et qui se plaignent pas de leur situation. Et c'est ça, je pense, le tour de force. Et je pense que ça aussi préfigure de ce que pourrait être le mercato du PSG. Ça, on aura l'occasion d'en débattre. C'est quel équilibre tu trouves entre voilà, garder un effectif où tout le monde peut se sentir important, mais malgré tout te prémunir contre des risques de blessures et surtout sur une saison qui va être encore très longue. Donc Et très voilà, chargé. c'est ça. Pourquoi Aitor Unzue est parti? Alors Aitor Unzue, donc qui était le fils de Carlos ou Carles, je sais jamais. Unzue, en fait Carles ou Carlos, Mathieu doit savoir, était l'adjoint de Luis Enrique au Barça. C'est Juan Carlos, Philo. Juan Carlos, voilà, merci. Je me demande si Carles Unzue, c'est pas le mec de la Movistar qui est le cousin, équipe cycliste, bref. C'est pas les rois de la tactique, on va dire, pour ceux qui suivent le vélo. En gros, donc Luis Enrique a pris son fils avec lui en équipe nationale pour la Coupe du Monde 2022. Il l'a amené ensuite au PSG. Mais je crois que je suis pas sûr que ça soit si bien passé que ça, parce que déjà l'été dernier, il avait été relégué de premier adjoint bis, puisque Raphaël Paul était en Espagne auprès de sa femme malade. Unzue avait été arrivé pratiquement premier adjoint. Il avait été relégué en adjoint vidéo. Et ensuite, au milieu de l'année, il est carrément parti pour ensuite. Au départ, il est parti pour aucun projet, et puis finalement, il est parti avec Vieira au Genoa, si je me trompe pas. Donc, on sait pas trop pourquoi il est parti, mais je pense que ça s'est pas si bien passé que ça l'année passée sur la fin. Bref. François, avant, si tu veux aller travailler au cas où, est-ce que tu un truc qui ne t'a plu ou pas plu cette saison encore, parce que on peut pas retenir François tout le temps, il a beaucoup de boulot, donc on l'écoute. Bah, Non. moi, si je devais trouver un non. truc négatif, c'est difficile de trouver un truc négatif sur une équipe qui a tout gagné, qui part d'une perception très basse et finit par s'établir incontestablement comme la meilleure équipe d'Europe voilà, qui va être prise en exemple peut-être pour plusieurs années. Moi, j'ai envie de dire, ça va être le sentiment que j'ai pu avoir quelques minutes après le sacre de champion d'Europe avec un 5-1-0 légendaire. C'est de me dire, mais comment on va faire mieux et comment on va même maintenir un tel niveau enfin, un tel niveau de situation parfaite, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que supporter du PSG, personnellement, j'ai été déstabilisé, quoi. Je suis pas habitué à ça. Alors, on va t'envoyer chez Real France, t'inquiète pas, ils vont t'expliquer comment ça se passe. Non mais je vois ce que tu veux dire, effectivement, la sensation, le vide du lendemain, le fameux vide. Non, et puis se dire que voilà, on est parti entre guillemets sans star au début de la saison. On en a probablement révélé quelques-unes au point de parler d'un de nos joueurs comme Ballon d'Or. Enfin, qui aurait donné Ousmane Dembélé favori du Ballon d'Or au début de la saison, quoi.
pas que j'apporte spécialement d'importance à ce genre de distinction. C'est plus, je me dis, est-ce que on n'a pas atteint un tel niveau que aujourd'hui on est à un pic et on ne pourra jamais réussir à maintenir un tel niveau à tous les niveaux. Oh, on va bien trouver, t'inquiète pas. On va trouver. Mais voilà, Non, mais je comprends ce que on tu va dis. dire, je sais pas, j'ai eu ce petit frisson dans le dos en me disant, mais ça y est, ça fait plus de 30 ans que je supporte le PSG. Est-ce que on n'est pas arrivé au sommet, quoi? Et c'est François, bizarre, tu sais, c'est comme le 22 juin où les jours commencent à décliner, quoi. attends, François, tu me l'as dit toi-même, t'es pas content de ta performance en finale Ligue des Champions, donc faut qu'on y retourne. Tu choisiras mieux ta place la prochaine Ah fois. bah ouais, c'est sûr. C'est Moi, sûr. moi j'étais bien hein, à grimper sur mes Autrichiens à chaque but parisien qui m'ont pris pour un taré, mais c'était génial. Mais bon, je comprends ce que tu dis. Non, moi j'ai par contre, comme tu dis Mathieu, tout le monde est satisfait, tout ça de la saison et tout. Bah moi je pense il y a un joueur, je pense qu'il est pas satisfait de sa saison et je suis moi-même pas satisfait de sa saison. Vous avez peut-être compris de qui je vais parler, mais bah Warren, mon grand, voilà quoi. Je pense il a le triomphe amer. C'est génial, t'as 19 ans, tu gagnes la Ligue des Champions, évidemment que t'es heureux. Mais la saison de Warren Zaïre Emery, on me dit Warren déclassé. J'en parle dans mon livre, effectivement. Mais plus sérieusement, ouais, c'est dommage en fait. Il a été blessé. C'est pas le pire que c'est en fait, c'est que je vais pas dire il s'est blessé, c'est il a été blessé. C'est vraiment la blessure débile. Le mec lui fait mal à la 91e d'un match qui perd 4-1 à domicile. Enfin, c'est pas de chance. Mais je vous signale que la première fois qu'on joue avec le milieu Vitinha, Ruiz, Neves, c'est déjà contre City où Warren est remplaçant. Et c'est avant Stuttgart, c'est une semaine avant. Donc Warren commençait déjà à être un peu sur la corde raide. Non, le mec fait pas exprès de lui faire mal, mais tu fais pas un tacle pareil à la 91e ou 92e d'une rencontre que tu sais que tu vas perdre en fait. Ça sert à rien en fait. C'est un risque inutile pour la santé du joueur et la preuve il l'a pété pour un mois et demi pratiquement quand même. Donc j'enterre pas du tout Warren Zaïre Emery, hein. Sûrement pas parce que je pense que c'est un immense prospect qui n'a que 19 ans, qui a fait des entrées à Liverpool, il a fait des entrées contre City, contre Villa, on l'a vu en Ligue 1 faire des trucs où clairement il montre que il est pas international parce qu'il était jeune, hein, parce que c'est un très très bon joueur. Voilà. Mais je suis un peu déçu de sa saison. Ça fait partie des trucs que j'ai pas trop aimé, c'est la saison de Warren. Je revois quand il met son petit piqué face à Oblak. Je vous signale que Oblak, il a tout arrêté contre le PSG. Le seul qui a su le tromper, c'est ce petit piqué de Warren Zaïre Emery en début de match. Donc je suis un peu frustré. Je comprends Le but face à Montpellier en début de saison aussi. Ah, superbe aussi. On me le dit sur live et toi, tu as raison, j'allais en parler. Non, voilà. Il a montré dans des bouts de talent, des extraits de talent pur. Mais par rapport aux promesses de la saison précédente, je suis resté sur ma fin. Et on me dit, est-ce que vous pensez que techniquement il arrivera au niveau que Luis Enrique souhaite? Oui, bien sûr qu'il peut y arriver. C'est un joueur très propre techniquement, Warren. Mais il faut qu'il retrouve de la confiance, il faut qu'il retrouve de la continuité, il faut qu'il se batte un peu plus aussi. Une personne sur live disait, est-ce que vous trouvez qu'il se bat assez? Non, il faut qu'il en veuille, il faut qu'il morde dans le ballon, tout ça. Ouais. Et effectivement, il fait une bonne fin de saison. Mais moi, par exemple, je veux que Warren, on finisse la Coupe du Monde des clubs et qu'on se dise, ouais, en fait, il est chaud, Warren. Et c'est pas le genre à lâcher l'affaire, quoi. Donc, un peu déçu. L'attitude, les matchs, tout ça, un peu amorphe par moment. Et j'attends plus de lui. Et je veux qu'en 2025-2026, au moment des grands matchs européens, on soit pas en train de se dire bon bah le milieu c'est Vitinha, Neves, Ruiz. Je veux que Warren, on se dise bah lequel des quatre ne jouera pas quoi. Que ça soit peut-être Vitinha même qui semble le plus installé, parce que c'est le plus représentatif du jeu de Luis Enrique. Mais peu importe, il faut que Warren ça soit mieux, ça soit plus. Même s'il n'a que 19 ans, qu'il a déjà fait beaucoup de choses dans sa carrière à 19 ans. Mais j'attends plus. Voilà, j'étais pas content de la saison de Warren, il m'a frustré. On nous dit la montée en puissance de Fabian, ça lui a fait mal. Bah oui, de Fabian, de Neves, de tout, mais allez, c'est ça le haut niveau, mon grand, c'est la concurrence. Hein. Comme le disait Nesta, je gagne la Ligue des Champions avec le Milan AC, le lendemain ils font signer Yapstam, les mecs. Bah Warren, c'est ça, hein. Il a fait demi-finale, le lendemain le PSG fait signer Joao Neves. Bah mon grand, à toi de faire encore mieux. Blaise, Daryl, François, Mathieu, quelque chose qui vous a plu ou pas plu? Parce que là, j'ai évoqué un joueur, on a été très collectif jusque-là. Peut-être qu'il y a, quoique, Blaise a évoqué Dembélé et Barco.
Daryl, on t'a pas entendu depuis un moment. Quelque chose qui t'a plu ou pas plu? Ouais, un peu dans le même ordre d'idée que ce que tu viens d'aborder avec Warren. Je parlerai plutôt d'un joueur aussi qui a été plutôt décevant, dont on attendait quand même une certaine progression et qui a démarré la saison en plus comme titulaire devant. C'est Lee qui avait quand même une carte à jouer, en tout cas en début de saison. Et autant cette saison, on a vu un peu tous les joueurs vraiment progresser et franchir un véritable cap. Mais lors de la période, on va dire de décembre-janvier, où on est vraiment, on a atteint un peu le niveau actuel de notre pic de la saison, et où tout le monde était vraiment à un niveau extraordinaire. Lui, ça n'a vraiment pas suivi. Et là, on a à tel point qu'on a un peu de mal à lui voir un avenir, un avenir au club, quoi. Donc, ouais, c'est un peu une déception parce qu'il a un profil qui est quand même plutôt intéressant. Enfin, techniquement, c'est un des joueurs, C'est je pense, propre. les mieux dotés. Ah oui, c'est très propre. C'est un des joueurs probablement les mieux dotés de l'effectif. Mais ouais, son incapacité vraiment à éliminer et à vraiment mettre sa technique au service vraiment de l'animation collective pour déstabiliser, créer et générer du danger. Et c'est le fait qu'il soit vraiment hyper lisible. Ouais, on va dire, globalement, on a un peu le même joueur que l'an dernier et qui n'a pas vraiment de poste fixe. Maintenant, je pense que l'idée de le voir à droite, enfin en ailier droit, est définitivement enterrée. Et là, c'est quoi, sa dernière titularisation, c'est quand il joue devant la défense, quand il joue Contre 6, Angers, ouais. je sais plus quel. Ouais, Angers. c'est ça, voilà. Bah, c'était bien d'ailleurs. Angers, ça doit être ça. Ouais. Et ouais, Mais c'était pas mal. j'ai une statistique Mais effrayante, hein. Vous vous rendez compte? On est le 9 juin. Le dernier but de Lee avec le PSG, c'était il y a 7 mois. Pile. C'était ouais, Angers-PSG, et le match aller. Il est à 6 buts depuis le mois ouais, de c'est ça. novembre. C'est ça, quand on parlait des joueurs, des 4 joueurs à 12 buts, etc., je me rappelle même d'articles sur le site qui faisaient un peu le bilan d'où on en était par rapport à ça. Et bon, Lee était un des joueurs qui était plus ou moins censé franchir cette barre. Et non, le gars est resté coincé à 6 buts de novembre à actuellement, ce qui est quand même ce qui est inadmissible, parce que c'est pas comme s'il avait manqué de temps de jeu. Donc ouais, on lit, pour le coup, c'est vraiment l'absence de progression est vraiment un point problématique. Tout à fait. D'ailleurs, il est pas loin de la porte. Est-ce que tu allais voir ton article sur les prédictions? Non, non, je pense qu'il y a beaucoup de choses fausses. Je pensais que Lee allait au moins confirmer ou passer un cap, et non, il a explosé en vol. Euh, C'était le 12-13e joueur de l'effectif l'an dernier. C'était ouais, l'un des deux qui rentrait derrière l'équipe SIP avec Asensio. C'était dans les deux premiers remplaçants, on va dire. Là, il Maintenant, est il est plus dans derrière les Mayulu. cinq. Ouais, là, il est passé derrière bah Mayoulou. Il ouais, n'a pas eu de clairement. temps de jeu en finale de Ligue des Champions. Il n'a pas eu de temps de jeu en finale de Coupe de France. Je crois qu'il n'a pas eu de temps de jeu non plus lors du dernier match de championnat. Donc, c'est un clair déclassement pour lui. Aujourd'hui, on parle de si tu prends une feuille de match, tu as 18 joueurs de champ, c'est aujourd'hui le 17e, 18e étant Kipembe, One by. Donc voilà, et au vu des profils qui semblent recherchés par le PSG, si tu veux venir un ailier droit en plus gaucher, ça risque de le boucher. Encore plus si tu veux venir un milieu de terrain plus spécialiste pour densifier la concurrent. Donc moi je pense que là, après le PSG, j'ai vu un article du Parisien aujourd'hui dire que voilà, le PSG n'entendait pas se séparer de Likanguin, etc. C'est normal. Tu n'as aucun intérêt à créer sur tous les toits que tu vas le vendre et tu as plutôt intérêt de garder sa valeur marchande la plus élevée possible. Mais je pense que dans les faits, Luis Enrique ne doit pas compter des masses sur lui pour la saison prochaine et on verra quelle sera son utilisation lors du mondial des clubs. Probablement que tu le verras face à Seattle ou ce genre d'équipe, mais je suis pas sûr qu'il remonte dans la hiérarchie aussi vite que ça. Ouais.
À voir, mais c'est vrai que ça fait partie des grosses déceptions de la saison, plus que Warren peut-être encore, parce que Warren, il y a l'idée de la blessure. Lee, cette année, il y a pas vraiment de blessure, quoi. Après, déception, ça dépend ce que tu attends. Oui. Non, mais Je sais pas si l'idée c'était d'avoir Lee Kang-in titulaire au PSG tout au long de la non, saison. Après, il y a des joueurs qui s'imposent à sa place. Ben voilà, après, t'en tires les conséquences et tu vas chercher du temps de jeu ailleurs. C'est oui, la c'est vie sûr, normale d'un club de foot. c'est sûr. Mais je pense Ça peut pas que quand même être une option un peu c'est pas un plus joueur qui était compétitive. programmé pour être titulaire à la base. Je pense pas que Non, c'était ça. mais comme tu dis, c'était Mm. probablement le premier remplaçant au coup d'envoi de la saison, et aujourd'hui c'est le sixième, quoi. Donc, t'as quand même un sacré recul, hein. Sachant qu'entre-temps, t'as fait partir Colomani, Asensio, et que t'en as fait revenir qu'un seul avec Vara. Bon, voilà. Il y a des gens qui viennent pour la première fois sur la. Mais on est bien tous ensemble sur le chat et tout. Il a été blessé un peu, Lee. Je crois qu'il a pris une fois 3 semaines d'arrêt. Ça va. L'an dernier, avec toutes ces convocations, ces coupes d'Asie, toutes les conneries là. Et je vous signale que je crois que l'an dernier, en janvier encore, non, il me semble qu'il a fallu attendre le mois d'avril pour qu'il ait plus joué avec le PSG qu'avec la Corée. Attendez, on marchait sur la tête. Là, c'est un peu mieux cette année, mais c'est vrai que bon, bah, ça n'a pas cliqué. Dans les satisfactions, dans les trucs qu'on a aimé, Blaise, Daryl, François, Mathieu, est-ce qu'il y a un truc que vous avez aimé ou dont vous voulez parler en vitesse? Sinon, je prends la parole encore, hein, mais bon, je parle déjà beaucoup, donc bon, bah, personne ne veut parler, donc il faut quand même qu'on évoque. Alors, il y a on me dit sur live Hakimi. Effectivement, on peut parler d'Achraf Hakimi, qui Après, on est. peut parler de tous les joueurs à part un Ouais, philo. Il y aura non, Oui, voilà, c'est ça. voilà, Il y mais a tellement de choses à dire. non, mais c'est vrai que Achraf Hakimi fait une saison absolument fabuleuse. Achraf Hakimi est devenu, c'est un latéral tellement ultime. Enfin, c'est même pas un latéral. C'est Achraf Hakimi, poste, 2 points, tout. Voilà, il joue partout. Milieu, attaquant, défenseur, ailier, il joue partout. Enfin, il y a des actions, enfin, regardez le deuxième but contre Arsenal, le mec il est ailier gauche alors qu'il est arrière droit. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Non, franchement, bah, enfin, je vais pas dire que c'est le meilleur joueur africain, évidemment, parce que Mohamed Salah est à un niveau très très élevé aussi. Mais en Ligue des Champions, le meilleur joueur africain, il s'est appelé Hakimi, et sans l'ombre d'un doute. Et même aujourd'hui, on me dit Hakimi, il est dans les top 10 au Ballon d'Or. Bah ouais, bah ouais. Tu veux dire quoi? Mec, il est arrière droit, il a mis 9 buts. Il est arrière droit, il a mis 9 buts. Et pas des buts qui comptent pas, hein. Finale, demi-finale, quart de finale. Allez, ses huitièmes contre Liverpool sont peut-être les 2 moments où il est le moins bon. Mais non, franchement, quelle saison, les amis. Extraordinaire. Vraiment, Achraf Hakimi, quand je revois le pauvre arrière droit qui perdait son temps à courir derrière Messi et Di Maria, qui lui disait vas-y, cours, tu auras la balle un jour. Et là, faut vraiment féliciter Luis Enrique qui d'entrée, je sais pas si vous vous rappelez les premiers matchs de la saison 2023-2024 où il n'y avait pas Nuno. Nuno était encore blessé. Et on se disait, bah, Luis Enrique, il construit sa base à 3, il donne de la liberté à un arrière latéral. Comme ça, quand Nuno reviendra, bah, Nuno, quelque part, on inversera le système et c'est Nuno qui, comme ça, sera le joueur très libre, très offensif. Bah, en fait, Achraf, il a dit non, le joueur qui va être très libre et très offensif, c'est moi. Ça va être moi. Et un an et demi plus tard, il te le rend, mais 100 fois, quoi. J'ai un peu peur pour sa santé avec la CAN, la Coupe du Monde, tout ça. Mais le mec, il a commencé sa saison en juillet aux Jeux Olympiques. Il a fait 7 matchs complets au JO quand même. Je sais pas si on se rend compte, hein. 7 matchs de préparation au JO avec les standards athlétiques d'Achraf Hakimi. Donc globalement, tu prends Alguer Rouge sur 10 000 mètres, c'est pareil. Et il finit fin mai, là. Il galope encore comme un lapin. Il fait des preuves. Enfin, le pauvre Di Marco, au bout de 20 minutes, était à l'agonie à force de tenter de lui courir derrière. En même temps, le pauvre Di Marco, on lui a mis Doué et Hakimi sur la même aile. Déjà qu'il a 50 minutes d'autonomie, là, au bout de 25 secondes, c'était presque réglé. Non, vraiment, Achraf Hakimi fait une saison extraordinaire. Extraordinaire. Le seul doute que j'ai le concernant, c'est vraiment l'état de santé, la capacité à jouer autant, parce que bah, c'est totalement hors norme, globalement. C'est totalement hors norme. Voilà. C'était. Oui, Daryl, pardon. Il va lui falloir une doublure ou au moins un joueur un peu polyvalent, parce que bon, une doublure de Hakimi, c'est un peu compliqué vu la capacité phénoménale qu'il a à enchaîner. Donc forcément, si on est remplaçant de Hakimi, les perspectives de temps de jeu sont très minces, mais il va quand même falloir, ne serait-ce qu'en plus pour la période de la CAN, etc., il va falloir
lui trouver une doublure parce que sinon, on va. Enfin, je sais qu'il il a une capacité physique hors norme, mais ça peut pas durer éternellement. À un moment, c'est courir un bien trop grand risque pour un joueur si précieux. Ouais, non, mais je suis. Après, enfin, je me mets à la place du PSG. Tu vas voir un latéral de bon niveau, parce que pour jouer au PSG, tu dois être un joueur de très très haut niveau. Le mec, il va dire, attendez, vous me demandez des doublures du mec qui est jamais blessé, qui court tout le temps. Mais je vais jamais jouer. Qu'est-ce que vous voulez que je signe? C'est stupide. Ouais, Donc, dans l'idée, tu as un joueur qui peut couvrir plusieurs postes, mais ça, c'est ouais. soit un latéral droit qui peut faire aussi latéral gauche, soit un latéral droit qui peut faire aussi arrière droit, arrière central, pardon. Mais à ce moment-là, ça peut poser question au niveau du profil. Ouais. Pour un latéral droit qui peut aussi faire milieu de terrain, et ça, tu retombes un peu dans les débats autour de Neves ou Zaïre Emery. Donc, c'est pas une question facile à trancher, je pense, la question de la doublure d'Hakimi. Et pour revenir sur sa saison, là aussi, c'est bien aussi, je pense, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de voir d'où on partait pour Hakimi. Et à ce titre, il y a une interview qui m'a marqué ces dernières semaines, je pense que c'était juste avant la finale, et Galtier sur France Bleu, interrogé sur voilà, ce qu'il pensait de la saison du PSG, etc. Et il a spontanément cité le nom d'Hakimi. Il a dit ouais, c'est un joueur qui était frustré. Quand moi j'étais coach du PSG, c'est un joueur qui était frustré parce que voilà, le jeu se passait de l'autre côté, il n'était pas toujours servi. Et, je ressentais cette frustration-là chez lui et il se disait heureux de voir son évolution et de la plus grande importance qu'il avait pu trouver au sein de cette équipe. Donc, je pense que ça montre aussi le chemin qui a été fait d'un passage d'une équipe complètement dysfonctionnelle à une équipe où là, il est l'un des maillons les plus importants et celui avec la liberté tactique la plus importante. Ouais, non mais tu fais bien le dire, c'est le joueur qui a le plus de liberté tactique dans le PSG de Luis Enrique, quoi. Donc c'est quand même pas rien, ça se mérite la liberté tactique chez Luis Enrique. Tu l'obtiens pas comme ça, quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi dans une équipe de Luis Enrique. Tu n'oublies pas que l'équipe appartient à Luis Enrique aussi quand même. Voilà. Au départ, c'était pas de Achraf dont je voulais parler. Mais quand même, là, il faut forcément évoquer, je trouve, l'explosion de Désiré Doué qui. Enfin, il arrive de Rennes quand même. Donc j'ai rien contre le Stade Rennais, un formidable club formateur. Mais bon, on va dire qu'en termes de pression, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il arrive de Rennes, il fait 3 premiers mois où bon. Je me souviens quand son PSG Strasbourg, on était là, genre ouais, Doué, s'il faisait déjà les matchs de Mayulu, ça serait pas mal. Parce qu'à l'époque, c'était vrai. Puis il commence à marquer contre. Il rentre, il fait une super entrée contre Nantes de tout début décembre. Puis après, il y a ce fameux Salzbourg PSG où il met passe D, il met un but extraordinaire. Enfin, il met une belle frappe, son contrôle, vraiment la frappe très pure. 3 jours après, il enchaîne Lyon PSG où il massacre Maitland Niles, là, arrière droit. Donc il joue. Et après, c'est parti. Et ce qu'on voit depuis quelques mois, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un Brest PSG, celui en championnat, là, où on mène, je crois, 2-0, ils reviennent à 2-2, et il rentre en jeu, il entre côté droit, et il y a un moment où il accélère, il met double coup de rein, en étant côté fermé, justement, où il passe devant le défenseur, et il donne la balle à Ramos qui marque. Et tu fais, ah ouais, il est chaud, il est vraiment fort. Et au cœur de l'hiver, on se dit, non mais le couloir droit, il le lâchera pas, quoi. Barcola continue d'être à gauche, Gvara arrive, et, et en fait, il est passé devant Barcola, il est pratiquement passé des fois devant Gvara, mais enfin, la trajectoire est hallucinante. Vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. On nous dit j'avais peur d'une trajectoire façon Ekitike. Bah ouais, tu peux te poser la question quand au bout de 3 mois il met pas un pied devant l'autre, qu'il fait n'importe quoi quand il rentre. Je sais pas si vous vous rappelez les premières semaines quand il tirait dès qu'il avait la balle, par exemple. Et depuis, bah, il joue juste. Physiquement, c'est un monstre. Euh, il est fort techniquement, il est fort en termes d'endurance. Luis Enrique le canalise très bien, il joue pour les autres. Et c'est là qui est extraordinaire, c'est que on voit que Désiré Doué, il aime la lumière, il aime être une star, il aime être regardé, il aime briller comme ça. Mais malgré tout, il est très très collectif dans son jeu en même temps. Un peu comme Dembélé par ailleurs. Des joueurs qui arrivent à rester collectifs tout en parvenant à se faire plaisir individuellement. Et ça, vraiment, c'est très très fort. Mais autant Dembélé, il arrive à ça, mais il a 28 ans, Ousmane. C'est un grand garçon. Il a fait 4 ou 5 ans au Barça, je sais plus combien de temps il est resté. Il a fait des choses dans sa carrière.
autant Désiré, il vient d'avoir 20 ans. Et il fait à 19 ans des trucs. Où est-ce qu'il va s'arrêter, Désiré Doué, quoi? Et vraiment, sa saison, la façon dont il l'a construite, avec le staff évidemment, mais aussi lui-même, non, tu es obligé d'aimer. Ça veut dire que il encaisse le montant du transfert, il progresse, il se bat dans l'ombre, et ensuite on lui donne sa chance, il saisit sa chance, on lui remet de la concurrence, il saisit de nouveau sa chance, on lui dit tu joues à gauche, tu joues à droite, tu joues en 8, il est tout le temps là. Non, très très fort, vraiment magnifique, bravo pour tout. Extraordinaire à tous les niveaux. La maturité, le footballeur, bravo, bravo. Ne change pas s'il te plaît, reste cette fraîcheur. Oui, François? Juste pour rebondir sur Désiré Doué, moi j'ai trouvé vraiment que du bord du terrain, pour revenir sur mon domaine et les photos, c'était un joueur qui donnait vraiment un frisson à tout le monde dans le stade dès qu'il touchait la balle et dès qu'il s'approchait de la surface, à partir du moment où il a mis sa frappe surpuissante en lucarne. Alors, je sais plus quel match c'était. Aston Villa, François. C'était Aston Villa. Bah, après, en fait, à chaque fois, tu avais envie et tout le stade avait envie, tu sentais que ça retenait son souffle, qui tire, quoi. Tu disais qu'à un moment, il tirait trop. Bah, après, on avait envie qu'il tire tout le temps, quoi. Et c'était vraiment l'impression que tout le monde avait, et au bord du terrain, et j'ai l'impression en tribune, quand Désiré Doué avait la balle, quoi. Ça a vraiment marqué sa révélation. On s'est dit, bah, c'est un de ces mecs qui peuvent marquer de partout et qui en plus font le spectacle sur le terrain, quoi. Donc, tu étais certain que ce soit avant, pendant ou après le but, de repartir avec une ou deux belles photos de la soirée, quoi. Ouais, alors on me dit sur la live, ça peut être Lille aussi. Si c'est depuis le côté gauche, c'est Aston Villa. Si c'est depuis Ouais. le côté droit, Parce qu'il me semble pas que c'était Lille. Il me semble que c'était avant. Hein. Il me semble pas que c'était Villa. Il me semble que c'était avant, je veux dire. ah bah c'est Lille alors, c'est côté ou Monaco peut-être. Ouais. Il met un but contre Monaco ou il rate le 4 contre Monaco. Enfin bref, je vois que effectivement c'était plutôt Lille ou Monaco. Lille, il met un but extraordinaire en pleine lucarne où il frappe, Là, c'est là. il est pratiquement arrêté et pouf. Enfin, il me semble que Chevalier bouge même pas. Mathieu, Daryl, Blaise sur Salzbourg aussi, mais Salzbourg j'en ai parlé et puis François était pas à Salzbourg. On a envoyé Yanis, je vais aller à Strasbourg. François est resté au chaud. Blaise, Mathieu, Daryl, est-ce qu'il y a un truc encore qui vous a plu ou pas plu sur cette saison? Parce que là, on a dit que du bien. Il y a forcément des trucs qui nous ont pas plu. Tiens, dans les commentaires tout à l'heure sur le podcast sur Twitter, je crois que c'était, il y a une personne qui m'a dit, bah moi, j'ai toujours pas digéré les 2 défaites en championnat. Daryl, je sais que ça te tenait à cœur. Est-ce que tu as digéré ces 2 défaites ou toujours pas alors? C'est parfait parce que tu vois, c'était le thème. J'allais ouvrir le micro pour aborder ce sujet. Bah, Oui, c'est une oui, d'émission, on peut le dire. On peut le dire. oui. J'ai pas compris, Non, Mathieu, mais t'as dit alors, quoi? Oui, c'est une d'émission. c'est clair. Ah bah Les défaites en totalement. championnat, Philo, c'est Punaise. insupportable. Ouais, mais Non, bon. mais disons que je me console en me disant qu'on a quand même réussi à être invaincu jusqu'à obtenir le titre. Voilà. Donc c'est au final c'est un peu ce qui compte puisque bon, les matchs suivants n'avaient plus la moindre importance sportivement. Mais oui, c'est toujours un petit regret quand même ces 2 matchs. En plus vu la nature des 2 défaites parce que c'est 2 matchs, ces 2 défaites qui sont imméritées. Bon, après il y a toujours des rencontres un peu comme ça dans une saison, mais là ouais, elles surviennent vraiment à la fin quand on était sur le point d'arriver à établir ce record qui est, pour moi, enfin, finir une saison invaincue, c'est quelque chose d'absolument énorme. Alors que tout le monde n'accordera pas forcément autant d'importance que moi à l'établissement dans des records, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve fantastique et donc c'est avoir loupé cette opportunité-là et en plus la saison où enfin on gagne la Ligue des Champions. Enfin, on aurait été dans une saison, elle est déjà historique, voire même légendaire, mais là, il y aurait plus de mots pour la décrire, quoi. C'est-à-dire que Parfaite. tu ne perds pas un match en championnat et tu prends tous les titres. C'est-à-dire que c'est impossible, en fait, de faire une meilleure saison en football, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, ça aurait été prodigieux. Donc oui, c'est quelque chose, ça reste un petit regret. Après, de là, bon voilà, c'est vraiment pour faire
parce qu'il faut trouver des éléments qu'on n'aime pas, quoi. Parce que sinon, Ouais, non, mais c'est sûr. ça reste du domaine de l'anecdotique. Bon, effectivement. Il y a un truc que t'as aimé dont on n'a pas parlé peut-être, ou pas. Ou on a fait le tour de tout ce que t'as aimé. On peut avoir fait le tour aussi, hein, y a Bah pas de après, souci. c'est vraiment rentrer dans les considérations individuelles que on les a plutôt pas mal traitées, mais bah Blaise tout à l'heure parlait ouais de Dembélé et Barcola dans un lot. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Du coup, je vais parler juste de Dembélé là dans le cas présent, mais pas forcément très très longtemps. C'est la façon dont il a su adopter ce rôle de leader, vraiment. C'est-à-dire que dès le début de la saison, en fait, on a senti que bah, voilà, il avait l'intention de prendre plus de responsabilités, notamment sur le plan du scoring. Mais il a fallu quelques temps pour qu'il arrive à savoir comment, en fait, comment s'y prendre. Euh, il y a eu voilà, c'est des phases cette phase où il tirait beaucoup, mais il avait toujours pas eu ce déclic en termes d'efficacité. Puis il y a eu bah, ce moment contre Arsenal où il a été laissé hors du groupe. Puis il y a encore un épisode après avec bah, son carton rouge malheureux contre le Bayern où bah, il a pas. Déjà, bon, il y a le premier jaune où il maîtrise pas vraiment ses émotions, et puis ensuite une faute un peu bête dans la mesure où il avait déjà pris un carton. Donc voilà, il a senti qu'en fait il voulait bien faire et il voulait vraiment assumer un plus grand rôle au sein de cette équipe. Et ça a pris du temps, mais une fois qu'il a voilà trouvé le juste équilibre et tout, ça a été un leader absolument prodigieux. C'est devenu vraiment un joueur total, enfin, absolument clé au niveau évidemment offensif, avec sa capacité à être vraiment très connecté à l'équipe, à faire quasiment toujours le bon choix. Il a une palette bah, énorme, hein, que ce soit en termes de dribble ou de passe, avec une bonne vision du jeu, mais en plus il a acquis vraiment cette efficacité et puis ce sens du but et des déplacements même dans la surface et de la capacité à bien se positionner, à embarquer les défenseurs. Donc c'est là vraiment, ouais, il y a un cap énorme qui a été franchi, mais aussi voilà, au niveau de l'aspect défensif, bah, je pense que voilà, tout le monde a vu et tout le monde a beaucoup parlé de sa prestation défensive exceptionnelle contre l'Inter. Et voilà, c'est vraiment, bah, comme il l'a dit lui-même, d'ailleurs, dans une interview là où il y a eu des extraits mais qui va paraître ce week-end là dans France Ouais, Football. samedi dans Là, France Foot. ouais, c'est ça. Il a bien compris le message comme quoi il était le premier défenseur de cette équipe et il a vraiment pas failli dans ce rôle-là. Donc ouais, c'est un joueur. Enfin, c'est assez fou la transformation quand on pense enfin, au moment où on l'a recruté. J'étais très très loin de pouvoir m'imaginer de voir Ousmane Dembélé de devenir ce joueur-là. Vraiment un joueur bah, ah oui, qui est dans les conversations, enfin qui est le Le favori favori. aujourd'hui Bah oui. bah oui, qui est favori enfin, dont ce serait même un vol en fait qui n'est pas le Ballon d'Or. Et tant en fait il a été majeur, un acteur majeur bah, de notre saison et c'est sa capacité en fait à être un joueur important dans toutes les phases du jeu. C'est ça que je trouve vraiment phénoménal, quoi. C'est-à-dire Bon, que ce soit c'est bah, en attaque placée, en transition, offensivement ou défensivement, voilà, c'est un joueur qui a un rôle important qui est véritablement un leader désormais par l'exemple dans cette équipe, quoi. ouais. Donc, je suis ravi d'avoir eu cette version, de voir cette version de ce joueur auquel bah, on avait souvent promis, enfin, lors de ses débuts, voilà, on lui promettait un brillant avenir. Alors, il y a eu voilà, des soucis divers et variés, mais aujourd'hui, on a un joueur bah, qui a vraiment atteint la maturité dans son jeu et
et on en bénéficie de façon géniale aujourd'hui. Donc voilà, bravo à lui et puisse cela continuer le plus longtemps possible. Ouais. François a dû nous quitter, c'est ça le bruit que vous avez entendu. Il a du boulot demain très tôt, donc il a dû partir comme ça. Effectivement, la métamorphose d'Ousmane Dembélé, c'est forcément quelque chose qu'on a aimé. Mathieu était comme moi, un peu circonspect quand il a signé, et on doit s'incliner. Mais moi, j'avoue que plus que s'incliner, il faut l'applaudir et le vénérer presque, parce que ouais, encore une fois, plus grande Oui, saison gloire à individuelle d'un Dembélé. joueur dans l'histoire, plus grande saison individuelle d'un joueur dans l'histoire du PSG, et ça personne ne pourra lui retirer, ça lui appartient. Et ça a été le joueur majeur de la première du PSG, donc ça c'est pour lui et vraiment le faire à Paris, je trouve que quand même ça fait ça donne du relief et c'est pas un club facile, c'est un club qui n'avait pas gagné sa Ligue des Champions avant. Et le voir comme ça prendre la lumière, présenter le trophée à Roland-Garros, etc. Que, voilà, il doit savourer ça. Et bon, maintenant, c'est sûr qu'on va beaucoup lui parler du Ballon d'Or et tout ça, mais même si à la fin il n'a pas, et j'espère que le club fera le nécessaire en coulisses pour qu'il l'ait. Mais même s'il ne l'a pas, je pense il peut être fier de ce qu'il a fait et de ce qu'il a accompli, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est la première équipe qui le fait dans l'histoire à Paris. Et il en a été l'un des acteurs majeurs, donc rien que pour ça, chapeau à lui. Mais pour faire juste un petit laïus sur le côté leader, puisque le capitanat a souvent été source de débat au PSG. De fantasme. Je pense que l'un des enseignements de la saison, c'est quand même l'émergence de plusieurs joueurs à ce niveau-là. On pense à Hakimi qui fait un vice-capitaine très crédible, Dembélé en tant que leader psychologique et par l'exemple de cette équipe. Vitinha en tant que relais de Luis Enrique sur le terrain. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs, je trouve, qui se sont imposés, qui ont pris une place, vraiment un poids dans l'équipe. Et à tel point que tu te dis, si Marquinhos devait partir à court terme, tu n'aurais pas de soucis pour prendre la relève. Et ça, tu n'aurais pas de vide, en fait. Et je trouve que c'est malgré tout l'un des enseignements de la saison également. Ouais. Non mais t'as raison, c'est qu'on a, à une époque on avait 4 capitaines globalement, quand t'avais Silva, Ibra, Mota et Maxwell globalement, où bah tu dis, bah là de nouveau t'as 4 capitaines, t'as Marquis, t'as Hakimi, t'as Gigio, t'as Dembélé s'il faut, on a Warren qui a porté le rasoir, on a Kimpembe aussi qui est important, t'as de nouveau des cadres. Et pour revenir sur un truc de Dembélé, ce que tu dis, ouais c'est le premier d'histoire, faut quand même se rendre compte que Dembélé et Luis Enrique, mais au bout d'un moment Luis Enrique il est sur le banc, il n'est pas sur le terrain. Dembélé a réussi ce que Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, André Di Maria, Neymar et Mbappé n'ont pas réussi à ramener la Ligue des Champions à Paris. Alors, ils n'ont pas tous été dans des équipes parfaites. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'ils n'ont pas provoqué ça aussi quelque part? C'est possible aussi. Et Dembélé a réussi ça quand même. Et on peut pas dire qu'il a pas un gros rôle, hein, parce que ouais, le PSG cette année n'est pas non plus une équipe parfaite, dans le sens où tu as dû quand même batailler pour aller chercher des qualifications. Hein. Exactement. T'as pas gagné 5-0 à tous les tours. Et Dembélé, il a été décisif à Anfield, à l'Emirates. Hein. Donc ça, si tu veux, bah ouais, non mais tu peux lui retirer ça. je sais pas si vous vous rappelez, mais quand le but du 2-1 contre City, c'est lui qui le met. Hein. Quand on va à Stuttgart le 29 janvier, il faut gagner à Stuttgart hein, quand même. On n'est pas, voilà, il met un triplé ce soir-là. On va à Brest, il met un doublé. À Anfield, il marque. À l'Emirates, il marque. À Villa, quand sur le fameux match à Villa, c'est lui qui est là, qui est pas content, qui dit aux autres, les gars, ça suffit pas pour gagner des champions, faut faire plus encore. Il y a des types au PSG qui ont des carrières plus grandes qu'Ousmane Dembélé, qui ont gagné des trophées plus grands qu'Ousmane Dembélé, même si ça pourrait changer à moyen terme, qui n'ont pas forcément eu ce leadership pour le faire. Quoi. Donc, faut quand même bien se rendre compte qu'il a été là à tous les tours, à tous les moments, et il a toujours tiré vers le haut les autres. Donc, vraiment, bravo à lui. Quoi. Donc, il faut quand même se rendre compte, comme tu l'as dit, c'est la meilleure saison individuelle de l'histoire d'un joueur. Et quel trophée plus grand ils ont? Peut-être le Ballon d'Or dans les trophées individuels, il n'y a jamais un joueur qui l'a gagné avec le maillot du PSG. Enfin, Messi l'a eu, mais c'était pour la Copa América avec l'Argentine, donc ça comptait pas. Enfin, ça comptait en tant que Parisien, mais ça comptait pas vraiment. Mais voilà, qui est aujourd'hui capable de jouer le rôle de numéro 9 du PSG comme Ousmane Dembélé? Bah, je pense personne. Il y en a un qui aurait pu, mais il a décidé qu'il était feignant et qu'il jouait quand il avait le ballon dans les pieds, donc c'est plus possible.
Mais non, il est le joueur ultime de cette équipe totale. Et rien que ça, c'est c'est pas rien quand on se rappelle d'où partait Ousmane. Donc vraiment, immense saison, bravo à lui. Et ça fait partie des choses qu'on a forcément appréciées. Mathieu, pardon, Blaise Daril. Est-ce qu'il y a un dernier truc on me dit sur là que Dembélé a réinventé le rôle de faux numéro 9, ou il a inventé le rôle de numéro 9 d'une équipe qui joue sans position. Donc, Réinventé, je pense pas. C'est pas non plus. C'est un rôle qui a été perfectionné par des joueurs comme Messi ou Totti, par exemple. voilà. Je pense que t'as pas grand chose non plus à réinventer, mais par contre, il a parfaitement appliqué et ça correspondait totalement à l'idée de jeu de Luis Enrique, ce qu'il cherche à mettre en place. Donc, Tout à fait. et c'était pas du tout acté au moment où Luis Enrique le met à spot pour la première fois face à la Real Sociedad de retour l'an dernier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a plu encore, Mathieu, dans cette saison, ou Daryl, ou Blaise, ou un truc qui vous a pas plu? Moi, tout m'a plu, donc à moins que tu veuilles faire 4 Non. heures de podcast encore une fois. Non, j'ai des impératifs. Oui, Benoît, il sera bouclé pour mercredi, le bouquin, ne t'inquiète pas, Benoît. Mais plus sérieusement, non, juste un dernier mot sur la montée en puissance de Seny Mayulu. Il a joué 45 minutes sur la Ligue des Champions, il a mis 2 buts. Et il met ce but en finale qui est superbe. Et il montre, en fait, ce que j'apprécie surtout, c'est que il a su être patient parce qu'il y a des moments où il joue pas beaucoup, il y a des moments où il a beaucoup plus joué, et puis il rentre en finale de Ligue des Champions, et il marque. Et vraiment, c'est la preuve que patience, travail, talent évidemment, parce que tu peux pas jouer dans ce PSG si t'as pas de talent, te promet, t'emmène dans des sphères qu'on n'imaginait pas forcément pour lui. Donc j'ai forcément aimé la confiance que l'entraîneur lui a donnée, ce qu'il lui a rendu et ce qu'il est en train de devenir. Alors après on parle de prolongation qui pourrait être compliquée, c'est possible. Écoutez, moi j'ai juste envie de parler du terrain et Seny, c'est bien, j'ai adoré te voir marquer en finale. Sa réaction sur le but, elle est trop belle. Franchement, on est dans un football où les mecs ils calculent la moindre caméra et tout, et lui, il a une joie de gamin qui joue en Benjamin ou en Poussin et qui vient de marquer son premier but. Et elle est trop belle, ça joue. Vraiment une des plus belles images de la saison. Oui, Blaise. Ouais, non, c'était parce que quand je savais pas que tu allais parler de Mayolu, mais je voulais en parler aussi. Et ouais, je vais pas redire ce que tu as dit, mais j'avais moi aussi un dernier élément, peut-être un peu plus club. Je dois avouer que moi, j'ai évidemment un avis, ou en tout cas un a priori sur le changement de stade ou pas, mais je dois dire que le Parc des Princes, quand il est rempli et qu'il y a une équipe qui donne et des belles soirées, moi, ça fait partie des choses que j'ai énormément aimé cette saison. Donc, je voulais le dire, c'est encore le stade du Paris Saint-Germain et je trouve que le Parc des Princes, c'est vraiment un stade exceptionnel. Tu as raison de le dire. On ne sait pas pour combien de temps ça le sera encore, mais le parc était beau cette année. Daryl, un dernier truc que tu veux dire en bien ou en mal, ou on s'arrête là-dessus? Oui, non? Non, il n'y a rien de spécial qui me vient en tête. Bon. Saison exceptionnelle, donc Tiens, voilà. On question? pourrait faire un podcast très très long, mais Non, mais on n'est pas obligé de faire des podcasts de 4 heures toutes les semaines, hein. bon, Alors, voilà. il y en a qui avaient de la route qui étaient très contents, mais tout le monde n'a pas 4 heures à consacrer au podcast de Culture Et puis, PSG. il faut parler du mercato et faire la présentation de l'Atlético aussi. Donc, L'Atlético qui va visiblement faire signer Théo Hernandez, mais je suis pas sûr qu'il sera prêt pour jouer contre le PSG. c'est pas encore fait ça, mais oui. Mais non, ce sera pas fait à temps pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Dans les trucs, on me dit sur live, déception, Safonov et Munich. Est-ce que son recrutement était nécessaire à ce prix-là? Alors, c'est une vraie bonne question, je trouve. Déjà, faut savoir, enfin, visiblement, Luis Enrique apprécie Safonov, puisqu'il lui a quand même fait jouer, je crois, 15 matchs. Enfin, il a beaucoup joué, hein, Safonov, pour un gardien remplaçant. Je pense que ça va être un des gardiens remplaçants d'Europe qui a le plus joué. Il joue 2 matchs Ligue des Champions, je crois qu'il joue 8 matchs de championnat, il joue toute la Coupe de France aussi, non? Donc, c'est quand même un gardien qui est apprécié. Alors après, à quel point il a permis à Donnarumma de se bouger les fesses? C'est 17 matchs, me dit-on sur live. Je suis pas du tout surpris. À quel point son recrutement est un échec? À quel point c'est lui qui a aussi permis à Donnarumma de se remettre un peu en question? Ce genre de recrue sur un deuxième gardien qui finalement ne devient pas titulaire, quelque part, alors déjà on l'a pas payé 20 millions, on l'a payé 15 plus 3 plus 2. C'est les Russes qui ont sorti les chiffres et
si le club russe voulait sortir des faux chiffres, il donnerait des chiffres à la hausse. Il donnerait pas des chiffres bas, vous voyez ce que je veux dire. Ils avaient tout intérêt à gonfler les chiffres. Donc 15-3-2, je pense que c'est vraiment les bons chiffres. Il nous fallait un gardien remplaçant d'un niveau un peu plus élevé que Keylor Navas, parce qu'on a bien vu que Keylor Navas, il n'y avait plus grand chose dans les chaussettes. Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est une doublure? Ça a l'air de très bien se passer entre tous les gardiens. On a un titulaire archi performant, on a une doublure qui fait à peu près le travail. On peut toujours espérer Il mieux, a pas mais fait bon. une déclaration récemment en disant qu'il n'était pas trop satisfait de sa situation. Si, c'est ça. Ouais, mais c'est normal. Mais il dit aussi, c'est à moi de faire plus. Exactement. Voilà, il dit clairement, c'est moi qui dois faire plus. Je veux Pour moi, pas c'est le bon état d'esprit. Hein. Ouais, c'est ce qu'on attend d'une C'est doublure, ce d'un qu'il numéro faut. 2. Hein. Donc, ouais. Mais pour vous, départ inenvisageable, c'est-à-dire. Je sais pas, peut-être. Au pire, je pense, enfin, s'il part, je pense que c'est un bon gardien. Il veut pas partir en prêt, visiblement. Donc, s'il part, ça serait un transfert, sachant qu'il a été transféré 15 millions l'été dernier. Il va pas partir pour 3 millions, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on devrait récupérer, je sais pas, 10, 12. Et ben, au pire, tu l'as acheté 15, tu le revends 10, 12. Ça va, quoi. Enfin, t'as pas perdu grand chose dans le fond, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je le mets pas dans les trucs que j'ai pas spécialement aimé, ouais. Donc, non. Moi Qu'un- non plus. Hein. Faut se rappeler aussi, il a joué son rôle dans la conquête de la Coupe de France. Ouais, non, oui, à Lens, le Ah bah premier oui. match, heureusement qu'on a Ramos et Safonov. Hein. Donc, faut pas l'oublier. Et 15 millions pour un gardien remplaçant, c'est pas très cher. Hein. Enfin, c'est le prix. L'Inter a fait signer 2 semaines avant lui ou une semaine après. C'est Martinez, Mathieu, le numéro 2 de l'Inter, pour 13 millions, par exemple. Voilà, bon, bah 13, 15, 12, c'est des tarifs de second gardien aujourd'hui. Hein. Des gardiens de 24, 25 ans internationaux, c'est ce prix-là. Hein, Mathieu, c'était ça, Martinez, non, le numéro 2 de l'Inter, me semble-t-il. Bon. Je pensais aussi à un côté PSG à Sergio Rico, mais lui, on a mis 6 millions sur lui. Ouais, voilà. 6 millions. Mais tu vois, Sergio Rico, je pense, c'est un gardien d'un niveau. Au moment où on va le chercher, c'est un gardien d'un niveau inférieur à Safonov, par exemple. Après, la géopolitique a peut-être influé dans ce transfert, le montant et tout ça, quoi. Mais bon, on saura jamais ça. Voilà. Tiens, en parlant de gardien, Gigio veut pas prolonger. Bah, Rai, il a dit à la sortie du match, là, Italie-Moldavie, qu'il voulait, sa priorité était de rester au PSG, qu'il n'y aura pas de problème pour l'extension de son contrat, donc sa prolongation. On verra à quel point ça se réalise, mais en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà constater que les prolongations de contrat et Gigio Donnarumma, c'est toujours une grande histoire d'amour. Les supporters milanais vous en parleront mieux que nous, mais bon. Est-ce le grand retour de Donnarumma, comme il l'avait surnommé? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un peu effectivement comment dirais-je, le côté pas très agréable de la fin de saison. Blaise, un dernier truc à rajouter? Non, c'était bon, je voulais à un moment participer, mais sur les points de vue, mais non, ça a été donné, donc non, j'ai rien à rajouter sur ce que j'ai aimé ou Très pas bien. aimé en tous les cas. Juste en vitesse, il y a un truc moi que j'ai vraiment très rapidement. Il y a une personne qui vient de le dire sur live. Dans ce que j'ai aimé, il y a la stabilité et la compatibilité générale du trio président, entraîneur, directeur sportif. Chacun reste à sa place. Chacun tente pas d'empiéter trop sur l'autre. Quand l'un dit non, l'autre force pas. Voilà. C'est très bien comme ça. Et j'ai envie de dire que, bizarrement, quand on fonctionne comme un club normal, ça se passe vachement mieux. C'est bizarre. Voilà, premier point. Dans les trucs que j'ai aimés qui sont très simples, le sourire de Joao Neves. Je vais dire ce gamin, mais on parle d'un mec qui a coûté 60 millions d'euros et qui gagne des sommes délirantes. Il est trop attachant. Il sourit tout le temps. Il est super fort en foot. Il court pour les autres. Il met son ego de côté alors qu'il pourrait avoir un boulard monumental vu tout ce qu'il sait faire. Il est archi attachant. Donc, merci Joao d'être ce petit rayon de soleil du milieu de terrain. Dans ce que j'ai aimé, la reconnaissance dont bénéficie Fabian Ruiz après avoir été insulté, traité de tous les noms. J'ai lu des choses sur le. Tiens, non mais attendez, on parle d'un mec qui a quand même joué pour les plus grands entraîneurs. Il le voit jouer, s'ils le font jouer, c'est peut-être qu'il a quelque chose cet homme. Donc je suis très content pour lui qu'il ait arrêté de se faire insulter, même si je pense que ça va pas durer bien longtemps. Voilà. Devant le fait que Dembélé, Barcola, Kvaradou et tout ça s'est bien passé. Et la saison de Luis Enrique. Je sais que les entraîneurs ont des saisons plus ou moins réussies. Mais franchement, je sais pas si Luis Enrique, dans sa carrière,
réussira une saison aussi parfaite dans ses choix, ses inspirations, ses déclarations, parce que pour refaire toutes les conférences de presse, il y a eu des moments où il a sorti des trucs où on l'a pris pour un taré, et 4 mois plus tard, il a totalement raison. Mais des trucs, elles sont pas toutes exceptionnelles, hein. Honnêtement, vers décembre, il y en a des très très pénibles et des très très chiantes. Mais il y a eu des phrases qu'il a sorties qui étaient 6 mois en avance, des trucs, des analyses et tout ça. Quand il disait, mais vous regardez le résultat, mais regardez le contenu, on est sur la bonne voie. Après PSG Atlético Madrid, il arrive en conférence de presse, on est au fond du trou, il dit, bah, moi j'ai vu notre match et je sais qu'on est dans la bonne voie. T'es là, genre, ouais, ok, alors peut-être qu'il y a de la méthode Coué, mais quand même, vraiment, la sérénité, tout ça, vous ne pouvez pas comprendre, qui était très drôle, même si je pense qu'il a pas tort et c'était pas forcément sa déclaration la plus intéressante de l'année, à mon sens. Mais bon, toujours est-il qu'en tout cas, la saison de Luis Enrique, vraiment bravo monsieur, parce que j'ai rarement vu un coach aussi inspiré, le travail de fond, les ajustements quotidiens, la gestion des caractères, enfin non, vraiment, travail 100% parfait. Et dans les trucs que j'ai aimés, c'est à la fois triste et beau, mais je suis pas toujours fan du joueur, mais les larmes de Marquinhos à Munich, elles étaient magnifiques. C'est vraiment des larmes de quelqu'un qui a souffert, qui aime ce club. Alors, il a évidemment une relation professionnelle et contractuelle, je vais pas dire relation tarifée parce que ce serait de mauvais goût, mais on sentait que ça le touchait. Les larmes de Presco, il vit ça un peu par procuration parce qu'il est pas sur le terrain. Mais en tout cas, les larmes de Marquinhos, encore en train de jouer, on sent que ça le touche énormément, et ça me fait plaisir que ça soit lui qui soulève le trophée ensuite. On voit qu'il l'apprécie ce moment, qu'il le déguste, parce que voilà, et c'était bien que ça soit lui. J'aurais pas aimé que ça soit quelqu'un d'autre. Et le seul truc que j'ai pas aimé en revanche, c'est que j'ai pas vu Marco Verratti qui a fait le trophée de la Ligue des Champions, et ça je suis pas content parce que lui aussi il méritait de faire une photo avec. Voilà. Sur ce, Blaise, Daryl, Mathieu, si vous avez une dernière chose à dire, c'est maintenant. Sinon, on va souhaiter une bonne soirée et dire à lundi prochain pour débriefer l'extraordinaire PSG Atlético Madrid qui nous attend. Le Cholismo a une revanche. Enfin, nous avons une revanche à prendre avec le Cholismo. Et ce sera donc le thème. On parlera mercato honnêtement la semaine prochaine parce que pour l'instant on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vide et pas grand chose de concret. Oui, Mathieu? Peut-être un dernier point, une chose que j'ai appréciée, c'est la saison blanche du Real Madrid. Non déplaise à ça. Alors ça, normalement, c'est dans l'après-podcast. Saison blanche, tu es sûr? Hein? Tu sais ce que ça veut dire, saison blanche? Ah là là, c'était beau. C'était une petite crotte de nez finale qu'il a bien mérité. Mais bon, il ira se consoler avec ses 55 millions. Ah bah non, ils ont été ressaisis également. Allez, va pleurer. Et on ne compte pas l'International Champions Cup dans les trophées, hein. Je préfère le dire par avance, mais du nom des clubs ne compte pas. Ils vont nous inventer un triplé Super Coupe d'Europe, Voilà. Et Coupe de la céramique. Coupe du monde des clubs face à Pachuca. Non, ça compte pas. Question combien? Ah là là. Oh, allez, combien de pages? Il me reste 6 pages à écrire seulement sur les 96 et j'en reparlerai la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. C'est très gentil en tout cas de moi. Et effectivement, on me rappelle que la grande Maison Blanche a gagné l'Audi Cup. Bravo à eux, ils ont un cabriolet de plus. Ils pourront parader avec. Allez, bonne soirée à tous, bonne nuit. Un immense merci pour votre fidélité. J'allais oublier les derniers subbers. Merci à ZR7887 qui a envoyé plein d'abos. Merci à Wan, à Vadimne et à Altosec qui est donc du 92 pour ceux qui ne comprennent pas la Légion. Allez, sur ce, bisous à tous, bonne nuit et à très vite. Ciao ciao tout le monde. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Ciao, bonne nuit. Et vive l'open source comme toujours, parce que Omar vous l'a rappelé la semaine dernière, vous n'avez pas oublié.